Mon mari a disparu pendant si longs jours. Il est finalement rentré, un sourire suffisant aux lèvres, en disant « Tu devrais t'estimer heureuse que je sois seulement rentré. » Je l'ai regardé calmement et j'ai répondu « Tu as raison, merci. Mais ici, ce n'est plus chez toi. » Puis, je lui ai tendu l'enveloppe jaune et j'ai regardé toute couleur s'effacer de son visage. « Tu devrais être reconnaissante que je sois seulement rentré. » Silas se tenait dans notre entrée après 6 jours de silence, l'air frais et radieux, s'attendant à de la gratitude pour son retour de la liaison que j'avais déjà documentée. Il pensait que j'étais toujours la femme accommodante qui ignorerait une eau de Cologne que je n'avais pas achetée et des mensonges sur des conférences qui n'existaient pas. Il avait tort. Mais pour comprendre à quel point il avait catastrophiquement tort, je dois vous ramener 3 mois en arrière, à l'époque où je croyais encore au mariage que je pensais que nous avions. À l'époque où j'étais encore Elisa Brennan, celle qui trouvait des excuses à un comportement suspect et se convainquait que la confiance signifiait ne pas poser de questions gênantes. Avant que je découvre que les fondations de 12 ans de vie commune s'étaient discrètement dissoutes pendant que j'étais trop occupé à maintenir les apparences pour remarquer les fissures. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être ici et de partager ces histoires de résilience et de force stratégique. Si vous croyez que la trahison mérite que l'on rende des comptes et qu'il est important de se protéger, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Je m'appelle Elisa Brennan et je suis consultante en marketing à Chicago, spécialisée dans la stratégie de marque pour les entreprises de taille moyenne qui naviguent dans la transformation numérique. Depuis 7 ans, j'étais marié à Silas Montgomery, un architecte chez Morrison & Associates, l'un des cabinets de design respectés de la ville. Avant le mariage, nous nous étions fréquentés pendant 5 ans, ce qui signifiait que nous avions passé 12 ans au total à construire ce que je croyais être un partenariat inébranlable. Assez longtemps pour penser que je connaissais quelqu'un complètement. Assez longtemps pour me tromper de manière dévastatrice. Nous nous étions rencontrés lors d'une production de théâtre communautaire de notre ville où je gérais la publicité et il construisait les décors. Je me souviens l'avoir regardé travailler pendant les répétitions, la précision minutieuse avec laquelle il mesurait le bois et assemblait les structures squelettiques qui allaient devenir le monde temporaire de la pièce. Il m'avait abordé pendant une pause, la sueur s'accrochant encore à sa chemise, et m'avait demandé si je voulais un café. Nous avions parlé pendant 3 heures dans un restaurant à 2 pâtés de maison du théâtre, esquissant nos rêves et nos projets futurs sur des serviettes en papier que nous avions tous les deux conservés pendant des mois par la suite, comme s'il s'agissait de précieux artefacts marquant le début de quelque chose d'important. Ces premières années avaient été définies par une belle lutte. Silas s'établissait comme architecte sur un marché à la concurrence féroce, acceptant des projets mal payés, mais qui construisait son portfolio et sa réputation. Je grimpais du poste de consultante junior à celui de stratège senior, travaillant des journées de 16 heures pour me prouver indispensable à des clients qui, au départ, se demandaient si quelqu'un de mon âge pouvait apporter une valeur stratégique. Nous avions survécu grâce à des plats à emporter et une ambition partagée. Célébrant les petites victoires avec du champagne que nous ne pouvions pas vraiment nous permettre et des dîners intimes dans notre petit appartement où la cuisine et le salon occupaient le même espace de 12 mètres carrés. Ma mère avait d'abord désapprouvé, qualifiant le parcours professionnel de Silas d'instable et se demandant si un architecte pouvait offrir la sécurité qu'elle avait imaginée pour mon avenir. Nous lui avions prouvé le contraire ensemble, ou du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Au moment de notre mariage, nous avions tous les deux atteint des versions du succès qui semblaient durement gagnées et profondément partagées. Silas avait décroché son poste chez Morrison & Associates, où il avait finalement été promu designer senior. Ma pratique de consultation s'était développée jusqu'à ce que je décroche des contrats à 6 chiffres et que je refuse des projets parce que mon emploi du temps ne pouvait pas accueillir de clients supplémentaires. Nous avions déménagé dans un condominium de 2 chambres avec des baies vitrées allant du sol au plafond donnant sur la ville, un espace que nous avions meublé progressivement avec des pièces qui représentaient notre esthétique combinée. Pas luxueux, loin de là, mais confortable et indéniablement à nous. Le condominium avait été acheté principalement avec l'argent d'un héritage que j'avais reçu de ma grand-mère, un détail qui s'avérerait plus tard juridiquement important d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper pendant ces premières années optimistes. Notre vie commune avait développé des rythmes qui ressemblaient à l'architecture d'un véritable partenariat. Les samedis matins étaient réservés au marché fermier près de Lincoln Park, où Silas choisissait les produits avec la même attention minutieuse qu'il appliquait aux matériaux de construction pendant que je gérais nos sacs réutilisables et faisais des commentaires en continu sur le chou frisé biologique hors de prix. Les vendredis soirs signifiaient des soirées cinéma avec des plats à emporter du restaurant thaïlandais du coin.
Son choix de film alternait avec le mien dans un système démocratique que nous avions maintenu pendant des années. Nous organisions des dîners où nos amis nous appelaient régulièrement le couple qui rend le mariage facile. Un compliment que j'avais accepté avec une fierté qui me semblait maintenant être la preuve de mon propre aveuglement volontaire. Je chérissais surtout les petites intimités. La façon dont Silas lisait à voix haute des passages de revues d'architecture pendant que je travaillais sur des présentations pour des clients à la table de la salle à manger, partageant des concepts de design intéressants comme s'il s'agissait de trésors qu'il voulait que j'apprécie. Nos blagues et références internes accumulées qui nous donnaient l'impression de parler un langage privé que nous seuls comprenions. Le silence confortable de deux personnes qui n'avaient pas besoin de conversation constante pour se sentir connectées. Ces détails avaient constitué ma preuve que notre mariage était solide, fonctionnel, peut-être même enviable pour d'autres qui luttaient avec la dynamique de couple. Les changements avaient commencé environ 3 mois avant cette confrontation dévastatrice dans l'entrée. Subtil au début, facile à rationaliser individuellement, mais formant un schéma que j'avais activement choisi de ne pas reconnaître comme significatif jusqu'à ce que les preuves deviennent impossibles à ignorer. Silas a commencé à se réveiller plus tôt que d'habitude, son réveil soudainement réglé à 5h30 au lieu des 6h15 qu'il avait maintenu pendant toute notre relation. Il passait de longues périodes dans la salle de bain, la porte verrouillée, en ressortant déjà habillé et sentant une eau de Cologne que je ne reconnaissais absolument pas. Le parfum était cher, distinctif, rien de semblable à l'après-rasage de supermarché qu'il avait porté pendant toutes nos années ensemble. Quand je lui avais posé la question nonchalamment un matin, il avait mentionné quelque chose de vague sur le fait d'avoir reçu un échantillon lors d'une réunion avec un client, un détail trop mineur pour être contesté directement, mais assez notable pour rester dans ma mémoire. Son comportement avec son téléphone a changé radicalement. Pendant cette période, l'appareil qui reposait habituellement nonchalamment sur les comptoirs et les tables de chevet est devenu en permanence attaché à sa personne, toujours positionné face contre table, toujours à portée de main immédiate. Quand j'entrais dans une pièce où il envoyait des textos ou faisait défiler, il détournait l'écran avec des mouvements qui étaient juste un peu trop rapides, juste un peu trop délibérés pour être inconscients. Son ordinateur portable a acquis de nouvelles protections par mot de passe du jour au lendemain. Les sites web qui se chargeaient automatiquement auparavant nécessitaient désormais une authentification. De petites fortifications numériques qui, individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, collectivement, suggéraient que quelqu'un construisait méthodiquement des murs. Des irrégularités financières ont commencé à apparaître sur nos relevés de compte joints. Des retraits d'espèces avaient lieu tous les jeudis sans exception. Toujours exactement $200. Des montants soigneusement calibrés pour éviter de déclencher des alertes à la fraude, mais assez constants pour établir un schéma indubitable une fois que j'ai commencé à y prêter attention. Des débits sont apparus pour des restaurants que nous n'avions jamais visités ensemble, toujours en semaine, quand il prétendait travailler tard sur des projets exigeants. Quand je l'interrogeais sur ses heures supplémentaires au bureau, ses explications devenaient progressivement plus courtes et nettement plus défensives. C'est un projet exigeant, Elisa. Tu comprends comment fonctionnent les échéances, disait-il avec une pointe d'irritation qui semblait conçue pour décourager d'autres questions. Je comprenais intimement les échéances. Elles étaient au cœur de mon propre travail de consultante, mais les échéances, d'après mon expérience, ne nécessitaient généralement pas de nouvelles eaux de Cologne, un comportement secret avec le téléphone ou des retraits d'espèces réguliers formant des schémas suspects. Ma meilleure amie, Claire, avait remarqué ma détérioration avant que je ne m'admette pleinement le problème. Lors de notre rencontre mensuelle pour un café à notre endroit habituel près de Millennium Park, elle m'avait étudié avec l'évaluation professionnelle de quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à documenter la dissolution des relations. Claire était avocate spécialisée en divorce, l'une des plus prospères de Chicago, et quelqu'un que je connaissais depuis nos années d'université, qui me comprenait assez bien pour reconnaître quand quelque chose de fondamental avait changé dans ma vie. « Tu as l'air complètement épuisé », avait-elle dit, non pas comme une observation désinvolte, mais comme un diagnostic clinique qui exigeait une explication. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec toi? Je m'étais retrouvé à confesser des détails que je n'avais pas consciemment prévu de partager avec qui que ce soit. La distance émotionnelle croissante de Silas. Les changements d'horaire inexpliqués. L'eau de Cologne qui sentait les secrets coûteux. La garde du téléphone qui suggérait qu'il protégeait des informations qu'il ne voulait pas que j'accède. Le sentiment grandissant que je vivais avec quelqu'un qui restait physiquement présent mais avait émotionnellement déménagé quelque part où je n'étais pas invité à suivre. Claire avait écouté sans jugement visible. Mais j'avais vu la reconnaissance traverser son expression, la reconnaissance professionnelle d'un schéma comportemental qu'elle avait vu d'innombrables fois dans sa pratique juridique. Elisa,
j'ai rencontré cette combinaison exacte de comportements au moins 1 millier de fois professionnellement, avait-elle dit prudemment, son ton équilibré précisément entre l'amitié personnelle et l'observation professionnelle. Je n'affirme pas définitivement que Silas a une liaison. Mais je veux que tu comprennes que ce que tu décris représente des signaux d'alerte classiques. Fais confiance à ton instinct sur ce coup. Il est généralement juste et la plupart des gens connaissent la vérité bien avant d'être psychologiquement prêts à se l'admettre consciemment. Elle n'avait pas insisté davantage après avoir planté cette graine. Claire comprenait intuitivement que je devais arriver à la conclusion par moi-même plutôt que de me la voir imposée par des sources extérieures. Mais cette nuit-là, allongé à côté de Silas alors qu'il faisait défiler son téléphone, le dos délibérément tourné vers moi, j'avais senti quelque chose craquer audiblement dans ma poitrine. Pas exactement mon cœur qui se brisait, mais plutôt les fondations de mon déni qui se fracturaient sous le poids accumulé des preuves que je ne pouvais plus rationaliser avec succès. J'avais joué l'ignorance, me protégeant activement d'une vérité que j'avais déjà à moitié découverte, et les mots soigneusement choisis de Claire avaient enlevé la dernière couche protectrice d'aveuglement volontaire que j'avais maintenue. La confirmation définitive est arrivée un mardi soir, lorsque Silas a commis sa première erreur opérationnelle significative. Il a laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche, en chantant une chanson de John Mayer que je ne l'avais jamais entendu jouer de toute notre relation. L'écran brillait de sa boîte de réception, et une notification est apparue qui a fondamentalement réorganisé ma compréhension de la réalité. La nuit dernière était incroyable. Il n'en a aucune idée. J'ai hâte à la semaine prochaine. L'expéditeur s'appelait Jennifer Caldwell, une personne que Silas avait mentionnée peut-être une douzaine de fois en 3 ans comme sa chef de projet chez Morrison & Associates. Compétente, avait-il toujours dit, professionnelle, strictement professionnelle, rien de plus. Mes mains tremblaient en lisant et relisant l'aperçu du texte, espérant désespérément que j'avais mal compris le sens simple des mots affichés devant moi, tout en sachant absolument que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas ouvert l'email complet pour lire les détails supplémentaires. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Ces 2 phrases contenaient tout ce qui était nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Mon mari avait une liaison. La femme impliquée connaissait mon existence et trouvait mon ignorance assez amusante pour y faire référence directement. Il planifiait activement de futures rencontres avec le confort décontracté d'une routine établie. J'ai refermé l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé, en maintenant l'angle et la position de l'écran précis. Mon esprit était étrangement calme malgré mon cœur qui battait la chamade à cause de l'adrénaline. Je suis retourné au comptoir de la cuisine où j'avais été en train de couper des légumes pour le sauté que nous avions prévu de partager, j'ai ramassé le couteau que j'avais posé quelques instants plus tôt et j'ai repris la tâche mécanique. Chaque coup de lame contre la planche à découper marquait la fin d'une version de ma vie et le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore pleinement imaginer. Quand Silas est sorti de la salle de bain, portant des vêtements frais et cette eau de Cologne désormais identifiable, il m'a embrassé sur la joue avec une affection étudiée qui semblait complètement creuse. Le geste paraissait répété, performatif, une routine maintenue strictement pour les apparences plutôt que pour une véritable connexion émotionnelle. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée en utilisant le ton de quelqu'un qui remplit une obligation. J'ai répondu avec des détails superficiels sur une présentation client, ma voix restant stable malgré le chaos qui se réorganisait activement à l'intérieur de ma poitrine. Nous nous sommes assis pour dîner ensemble comme nous l'avions fait d'innombrables soirées auparavant. Je l'ai regardé manger. Je l'ai regardé faire défiler son téléphone entre les bouchées avec une désinvolture pleine de droit. Je l'ai regardé exister dans notre espace supposément partagé tout en pensant clairement à quelqu'un d'autre, quelque part d'autre, planifiant des rencontres qui m'excluaient et me trahissaient. J'ai souri de manière appropriée. J'ai posé des questions de suivi sur les échéances de son projet que je comprenais maintenant comme étant partiellement fictives. J'ai maintenu une performance complète de normalité tout en comprenant avec une clarté dévastatrice que j'étais assise juste en face d'un étranger qui portait simplement le visage familier de mon mari. Les fondations ne s'étaient pas seulement fissurées. Elles s'étaient entièrement dissoutes sous moi. Et je ne faisais que commencer à comprendre toute la portée de ce que cet effondrement signifiait réellement pour tout ce sur quoi j'avais construit ma vie d'adulte. Le lendemain matin, après avoir découvert cet email, je me suis réveillé à 5 heures et je n'ai pas pu me rendormir. Silas respirait encore profondément à côté de moi, inconscient du fait que la femme allongée à ses côtés avait cessé d'être sa femme dans un sens significatif et était devenue quelque chose de plus proche d'une enquêtrice documentant une scène de crime. Je me suis glissé hors du lit discrètement, j'ai préparé un café que je ne pouvais pas goûter,
et je me suis assise dans ma voiture devant un café à 3 pâtés de maison de mon bureau à 7 heures du matin, fixant les coordonnées de Claire sur l'écran de mon téléphone. Ma fierté luttait violemment avec mon instinct de survie. Demander à ma meilleure amie des recommandations d'avocats spécialisés en divorce, c'était comme annoncer publiquement l'acte de décès de mon mariage, transformant un soupçon privé en une réalité irréversible. Une fois que j'aurais passé cet appel, il n'y aurait plus de prétention à avoir mal compris cet email ou qu'une explication innocente existait pour l'eau de Cologne et les frais d'hôtel du jeudi soir. Cet appel rendrait la trahison officielle, me forcerait à cesser de jouer le rôle de l'épouse confiante et à commencer à me préparer pour le rôle de l'ex-épouse. Mais l'alternative me terrifiait davantage. Affronter Silas sans préparation, laisser l'émotion brute guider ma stratégie, c'était comme entrer en bataille complètement désarmé, alors que mon adversaire planifiait sa campagne depuis des mois. J'ai appuyé sur appeler avant de pouvoir changer d'avis. Claire a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse avec la supposition que c'était un appel amical normal. Elisa, salut, tout va bien? J'ai besoin d'une recommandation, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Pour moi, un avocat spécialisé en divorce. Le silence, à l'autre bout du fil, a duré peut-être 3 secondes, mais a semblé beaucoup plus long. Quand Claire a de nouveau parlé, son ton avait complètement changé, passant de celui d'une amie personnelle à celui d'une professionnelle aguerrie qui avait entendu cette phrase exacte d'innombrables femmes désespérées. Vivian Torres, a-t-elle dit sans hésitation, sans poser de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre, sans platitude sur la thérapie de couple ou le fait d'arranger les choses. Elle est brillante, absolument minutieuse, et elle ne perd pas de procès. Je te texte son numéro tout de suite. 20 minutes plus tard, je prenais rendez-vous pour une consultation pendant une pause déjeuner que Silas supposerait que j'avais passé à mon cours de yoga habituel du jeudi. La réceptionniste m'a proposé un rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai demandé s'il y avait quelque chose de disponible plus tôt. Elle a trouvé une annulation pour le même après-midi à 14 heures. Le bureau de Vivian Torres occupait le 43e étage d'un immeuble surplombant le lac Michigan, tout en lignes épurées et en baies vitrées allant du sol au plafond qui rendait la ville à la fois magnifique et indifférente à la souffrance humaine individuelle. Vivian elle-même était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs, avec des cheveux argentés coupés en un carré précis et une attitude pragmatique qui, d'une certaine manière, m'a fait me sentir plus en sécurité malgré le fait de discuter de l'effondrement de mon mariage avec une parfaite inconnue. Elle a écouté mon histoire sans réaction visible, prenant des notes occasionnelles sur un bloc-notes légal pendant que je décrivais l'email, l'eau de Cologne, le schéma du jeudi soir, la distance croissante. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et s'est légèrement penchée en avant. Elisa, je vais être extrêmement directe parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez exactement 2 options. Réagir émotionnellement immédiatement et perdre un levier important, ou rassembler méthodiquement des preuves au cours des prochaines semaines et contrôler complètement le résultat. Quelle option voulez-vous? La deuxième, ai-je dit sans hésitation. Bien, a répondu Vivian. Alors nous devons parler de documentation, de protection financière et de timing stratégique. Cela va être inconfortable. Vous allez avoir l'impression de faire quelque chose de mal en enquêtant sur votre propre mari. Ce n'est pas le cas. Vous vous protégez de quelqu'un qui a déjà démontré que votre bien-être n'est pas sa priorité. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine dans le miroir. Je suis devenu une détective dans mon propre mariage. Une femme qui photographiait les relevés de cartes de crédit quand Silas les laissait sur le comptoir de la cuisine. Qui documentait les schémas de son comportement par SMS. Qui accédait à notre forfait téléphonique familial en ligne pour suivre sa position lors de ses supposées soirées tardives au bureau. Le processus me semblait sordide d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'avais passé 12 ans à construire la confiance avec cet homme, et maintenant je démantelais systématiquement cette confiance de l'intérieur tout en prétendant que rien n'avait changé. Mais les mots de Vivian résonnaient constamment dans les moments où la culpabilité menaçait de faire dérailler ma résolution. La documentation est une protection. Vous ne violez pas sa vie privée. Vous rassemblez des preuves de la façon dont il a violé votre partenariat. Les relevés de cartes de crédit ont révélé un schéma qui m'a retourné l'estomac. Silas avait fréquenté le Lakeside Boutique Hotel tous les jeudis soirs au cours des 4 derniers mois, facturant les chambres sur notre carte de crédit commune à $175 par visite. Il utilisait littéralement notre argent commun pour financer sa liaison. L'équivalent financier de me faire payer pour ma propre trahison. J'ai photographié chaque relevé, surligné chaque débit,
créer une feuille de calcul qui suivait les dates et les montants avec une précision codée par couleur. Les retraits d'espèces formaient leur propre schéma accablant. Chaque mercredi, sans faute, Silas retirait exactement $200 de notre compte joint à un distributeur automatique près de son bureau. Les montants étaient soigneusement calibrés pour éviter de déclencher des alertes à la fraude, mais assez constants pour financer clairement une vie parallèle dont je n'étais pas censé connaître l'existence. Des reçus de restaurants sont apparus pour des endroits que nous n'avions jamais visités ensemble. Toujours les jeudis soirs, toujours pour 2 personnes, toujours débités sur notre carte commune avant la chambre d'hôtel. J'ai créé une feuille de calcul maîtresse qui aurait impressionné mes clients les plus soucieux des détails. Des lignes codées par couleur suivaient chaque mensonge qu'il avait raconté sur des réunions tardives. Chaque jeudi, il prétendait travailler tard sur des projets exigeants. Chaque dépense qui ne pouvait pas être expliquée par un travail d'architecte légitime, les dates, les montants, les lieux, tout était méticuleusement documenté. Je construisais un dossier juridique contre l'homme que j'avais promis d'aimer pour toujours. Et l'ironie ne m'échappait pas que j'appliquais la même pensée stratégique pour mettre fin à mon mariage que celle que j'appliquais pour construire des marques pour des entreprises clientes. La partie la plus difficile n'était pas l'enquête elle-même. La partie la plus difficile était de maintenir une normalité absolue tout en la menant. Je préparais les dîners et lui demandais comment s'était passée sa journée. Je riais à ses blagues même si elles ne me semblaient plus drôles. Je l'embrassais pour lui dire au revoir le matin et l'accueillais à la maison le soir. Tout en sachant que chaque mot sortant de sa bouche portait des mensonges que je cataloguais systématiquement pour une utilisation future. Ma sœur Nona a remarqué que quelque chose n'allait pas lors de notre appel téléphonique hebdomadaire environ 2 semaines après le début de mon enquête. Nina vivait à Milwaukee, travaillait comme graphiste et ne possédait absolument aucune capacité à cacher ses émotions ou à modérer ses réactions. « Tu as l'air complètement bizarre », a-t-elle dit sans détour au milieu de notre conversation. « Qu'est-ce qui ne va pas vraiment ?» J'ai hésité, sachant que le dire à Nona ouvrirait une porte que je ne pourrais pas refermer. Mais le poids de porter cela seul était devenu insoutenable, et j'avais besoin que quelqu'un dans ma famille connaisse la vérité, même si je n'étais pas prête à une plus large exposition. La confession a jailli dans un flot que je ne pouvais pas contrôler. L'email, l'eau de Cologne, les frais d'hôtel, les preuves que j'avais rassemblées. La réponse de Nona a été immédiate et entièrement prévisible. « Je vais le tuer », a-t-elle dit, sa voix montant d'une rage sincère. Je vais littéralement conduire jusqu'à Chicago tout de suite et mettre le feu à son bureau. Ou peut-être juste à sa voiture. Est-ce qu'il se gare toujours dans ce garage sur State Street? Nona. Non, ai-je dit fermement, reconnaissant la pointe dangereuse dans sa voix. Tu ne peux rien faire. Si tu l'affrontes ou que tu provoques une scène, tu ruineras complètement ma stratégie juridique. Au cours des jours suivants, Nona a appelé à plusieurs reprises, chaque conversation devenant de plus en plus intense. Elle voulait affronter Silas directement. Elle voulait l'exposer publiquement sur les réseaux sociaux. Elle voulait le rencontrer accidentellement, lui et Jennifer, quelque part avec son téléphone appareil photo prêt. Sa rage protectrice était cathartique à voir mais terrifiante à gérer. Tu dois me promettre que tu me laisseras gérer ça à ma façon, ai-je insisté lors d'une conversation particulièrement animée. Vivian a une stratégie. Si tu interfères, tu pourrais en fait nuire à mon dossier. Nona a accepté à contre-cœur, mais je pouvais entendre la fureur à peine contenue dans sa voix. La situation s'est compliquée lorsqu'elle a mentionné qu'elle allait le dire à notre mère, Eleanor, une femme traditionnelle qui avait toujours adoré Silas et croyait fermement en la sainteté des vœux de mariage. Maman doit savoir ce qu'il te fait, a argumenté Nona. Elle mérite de comprendre pourquoi son gendre est un sale menteur. Non, ai-je interrompu. Maman ne peut pas savoir pour l'instant. Elle essaiera de réparer les choses. Elle voudra que j'aille en thérapie ou que je lui donne une autre chance ou que je prie à ce sujet. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. Nona a promis le silence, mais j'ai entendu la difficulté de cette promesse dans sa voix. Ma sœur n'avait jamais été douée pour garder les secrets, surtout ceux qui la mettaient en colère. La percée dans mon enquête est venue lorsque Vivian a recommandé un détective privé nommé Marcus Webb. Marcus était un ancien détective de la police de Chicago qui s'était reconverti dans le travail de détective privé, spécialisé dans les affaires conjugales. Il était cher, exigeant $2000 d'avance. Mais Vivian a promis qu'il valait chaque centime. Il vous obtiendra des photographies, une documentation complète, des schémas comportementaux, tout ce dont vous aurez besoin pour les négociations de règlement, a-t-elle expliqué.
Il ne s'agit pas de punir votre mari. Il s'agit de vous assurer d'avoir un levier. Marcus a travaillé pendant exactement 2 semaines, suivant Silas lors de ses supposées soirées tardives et de ses visites de chantier le week-end. Quand il a livré son rapport, relié professionnellement avec des onglets séparant différentes catégories de preuves, j'ai dû m'asseoir avant de l'ouvrir. Les photographies étaient dévastatrices dans leur intimité désinvolte. Silas et Jennifer marchant main dans la main le long d'une plage que je ne reconnaissais pas, partageant un dîner dans un restaurant avec des verres de vin et la lumière des bougies, s'embrassant dans un parking avec l'aisance confortable d'un couple établi plutôt que l'excitation nerveuse d'une nouvelle liaison. Chaque image était horodatée et géolocalisée, créant une chronologie irréfutable qui correspondait exactement aux dates où Silas avait prétendu travailler tard ou visiter des chantiers. Mais le rapport de Marcus contenait des informations au-delà de la liaison elle-même. Il a découvert que Silas louait une cabane au bord d'un lac à 40 minutes de Chicago depuis 6 mois. Le contrat de location était à son nom, payé avec notre carte de crédit commune, une propriété de week-end romantique qu'il utilisait pour des rencontres prolongées dont je ne savais rien. L'analyse financière que Marcus a incluse a été la plus dure. Il avait calculé que Silas avait dépensé environ 12 000 $ de nos économies communes pour cette liaison au cours des 6 derniers mois. Chambre d'hôtel, dîner au restaurant, location de la cabane, cadeau que Jennifer a reçu alors que je ne recevais rien, notre argent commun finançant sa trahison. Marcus m'a regardé de l'autre côté de son bureau avec une expression qui mêlait détachement professionnel et sympathie sincère. « Madame Montgomery, votre mari ne fait pas que vous tromper, a-t-il dit doucement. Il vole activement votre avenir commun pour le financer. C'est important sur le plan juridique. Cela change considérablement le calcul. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le rapport de Marcus dans mon sac et une clarté que je n'avais pas possédée auparavant. Ce n'était pas juste une liaison née d'une insatisfaction temporaire ou d'une crise de la quarantaine. C'était une trahison calculée, soutenue et financièrement significative. Silas avait construit une vie parallèle tout en me laissant subventionner à la fois son existence légitime et sa vie secrète. Ce soir-là, au dîner, je l'ai regardé manger les pâtes que j'avais préparées et je n'ai absolument rien ressenti. Ni amour, ni colère, juste l'évaluation froide de quelqu'un qui s'était montré indigne de l'une ou l'autre de ses émotions. Le vendredi matin où Silas est parti est arrivé avec une normalité trompeuse. Il est sorti de la chambre à son heure habituelle, vêtu d'une tenue décontractée de bureau avec sa petite valise à roulettes déjà prête et attendant près de la porte. Il s'est approché de moi dans la cuisine où je préparais du café et m'a embrassé sur le front avec la même affection étudiée qu'il avait montrée pendant des mois. Un geste qui semblait désormais entièrement mécanique. Conférence à Minneapolis ce week-end, a-t-il annoncé, son ton portant la confiance décontractée de quelqu'un qui avait répété ce mensonge jusqu'à ce qu'il paraisse naturel. Probablement de retour dimanche soir, peut-être lundi matin au plus tard. Grosse présentation potentielle à un client. Je ne peux pas manquer cette opportunité. Je me suis tourné pour lui faire face, arrangeant mon expression en ce que j'espérais ressembler à une préoccupation de soutien plutôt qu'à l'évaluation froide que je ressentais réellement. Bonne chance pour la présentation, ai-je dit, forçant la chaleur dans ma voix. Tu vas me manquer. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche, amer et faux. Mais je les ai livrés avec la même qualité de performance qu'il avait démontré pendant des mois. Il a souri, m'a serré brièvement la main, a attrapé sa valise et est sorti. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé sa voiture quitter le parking de notre immeuble et disparaître dans le trafic matinal. Dès que son véhicule a été hors de vue, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Vivian. Elle a répondu immédiatement malgré l'heure matinale. Il est parti, ai-je dit sans préambule. Il m'a dit qu'il assistait à une conférence à Minneapolis, de retour dimanche ou lundi. Vérifiez-le, a répondu Vivian instantanément, son ton tout à fait professionnel. Appelez son bureau. Confirmez si la conférence existe réellement. J'ai composé le numéro principal de Morrison & Associates, le cabinet d'architectes où Silas travaillait depuis 5 ans. La coordinatrice des RH a répondu à la 3e sonnerie avec une gaieté professionnelle. Bonjour, ici Elisa Montgomery, ai-je dit, feignant la confusion et l'inquiétude dans ma voix. J'essaie de joindre mon mari, Silas, qui est à votre conférence de Minneapolis ce week-end, mais j'ai complètement oublié quel hôtel vous utilisez. Pouvez-vous m'aider avec cette information? La pause à l'autre bout du fil a duré juste assez longtemps pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Quand la coordinatrice a de nouveau parlé, son ton portait une confusion sincère plutôt qu'une discrétion professionnelle. Madame Montgomery, je suis désolé,
mais nous n'avons aucune conférence de prévue ou que ce soit ce trimestre. Notre prochain événement d'entreprise n'est pas avant le symposium de printemps en mars. Êtes-vous certaine de l'endroit et des dates? Je l'ai remercié poliment, j'ai maintenu mon ton calme malgré la confirmation qui me brûlait la poitrine, et j'ai mis fin à l'appel. Silas n'était pas allé à Minneapolis pour une quelconque raison professionnelle légitime. Il était allé là où Jennifer l'attendait, probablement à cette cabane au bord du lac que Marcus avait documentée, et il avait construit ce mensonge élaboré avec une telle facilité que c'était absolument clair que ce n'était pas sa première conférence fictive. Dimanche est arrivé et passé dans un silence complet, rompu seulement par un unique SMS qui est apparu sur mon téléphone à 21h, prolongé. Ne m'attends pas, aucune excuse pour le changement de plan. Aucune explication sur la raison pour laquelle une conférence de week-end s'était soudainement prolongée. Juste un rejet désinvolte livré en 6 mots qui supposait que j'accepterais n'importe quel récit qu'il choisirait de fournir. J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes, sentant quelque chose changer fondamentalement en moi. L'abandon que j'aurais pu ressentir au premier stade de notre relation s'était transformé en quelque chose de plus froid et d'infiniment plus dangereux pour lui. Une résolution stratégique. Lundi matin, j'ai commencé à démanteler notre vie commune avec une précision chirurgicale. Les serrures ont été changées en premier. J'ai contacté un service de serrurerie 24 heures sur 24 et leur ai fait installer des mécanismes entièrement nouveaux sur la porte de notre condominium avant midi. Le bail était uniquement à mon nom, quelque chose que j'avais établi 3 ans plus tôt lorsque nous avions emménagé dans cet immeuble en utilisant l'argent de l'héritage de ma grand-mère. Ce détail, qui avait semblé sans importance pendant des temps plus heureux où nous croyions notre partenariat permanent, est devenu une protection juridique cruciale. J'ai contacté le bureau de gestion de notre immeuble et mis à jour la liste des occupants autorisés, retirant formellement Silas Montgomery de tout droit d'accès à la propriété. Le gestionnaire immobilier a exprimé une légère surprise, mais a traité le changement sans exiger d'explications approfondies. La politique de l'immeuble permettait aux titulaires de bail de modifier les privilèges d'accès à leur discrétion. Mardi, j'ai abordé nos enchevêtrements financiers. J'ai contacté nos sociétés de cartes de crédit et annulé les cartes liées à notre compte joint, en programmant soigneusement les annulations pour m'assurer que toute dépense que Silas pourrait tenter de faire pendant son absence serait refusée. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une institution financière entièrement différente et j'ai redirigé mes revenus de consultation, qui finançaient la majorité de nos dépenses communes depuis 2 ans. Chaque virement a été méticuleusement documenté avec des notes expliquant que je protégeais les biens matrimoniaux d'une dissipation supplémentaire due à une suspicion de mauvaise conduite. Mercredi a apporté la tâche émotionnellement complexe d'emballer ses affaires. J'ai parcouru notre condominium méthodiquement, rassemblant ses vêtements du placard que nous avions partagé, ses articles de toilette de la salle de bain, ses livres d'architecture des étagères qu'il avait installés lui-même il y a 3 ans. Sa collection de revues de design, ses outils de dessin, ses photographies encadrées de projets qu'il avait terminés. Tout cela est allé dans des boîtes que j'ai empilées dans la chambre d'amis avec l'efficacité systématique de quelqu'un qui catalogue des artefacts pour un stockage permanent. Chaque objet que j'emballais portait des souvenirs qui voulaient refaire surface, la chemise qu'il avait portée lors de notre voyage d'anniversaire au Michigan, la montre que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 2 ans, le carnet de croquis où il avait dessiné des concepts préliminaires pour des projets alors que nous étions assis ensemble les dimanches matins paresseux. Je me suis forcé à traiter ces objets comme des preuves d'une vie qui était déjà terminée plutôt que comme des restes de quelque chose qui valait la peine d'être pleuré. L'émotion était un luxe que je ne pouvais pas me permettre pendant ces 72 heures critiques. Le démantèlement physique était à la fois dévastateur et étrangement stimulant. Je choisissais activement ma réponse plutôt que d'accepter passivement le récit que Silas présenterait éventuellement à son retour. 12 ans de partenariat accumulés, compressés dans des boîtes et des changements de politique. L'architecture de notre existence commune, systématiquement déconstruite pendant qu'il construisait vraisemblablement des souvenirs intimes avec quelqu'un d'autre. Marcus a appelé mercredi après-midi, le 5e jour de l'absence inexpliquée de Silas, avec une mise à jour livrée dans son style caractéristique et direct. « J'ai ce dont vous avez besoin », a-t-il dit simplement. « Pouvez-vous me rencontrer ?» Nous nous sommes arrangés pour nous retrouver dans un café d'un quartier éloigné de mes lieux de fréquentation habituels, réduisant ainsi tout risque de rencontrer quelqu'un qui pourrait me reconnaître et poser des questions gênantes auxquelles je n'étais pas prête à répondre publiquement. Marcus est arrivé avec une enveloppe manie et une clé USB, qu'il a toutes deux placées sur la table entre nous avec la solennité de quelqu'un livrant des preuves cruciales dans une enquête criminelle.
Les photographies imprimées qu'il a étalées devant moi montraient Silas et Jennifer dans ce que je reconnaissais maintenant comme la cabane au bord du lac de ses précédents rapports de surveillance. Ces images étaient différentes de la documentation précédente, plus intimes et en quelque sorte plus dommageables dans leur domesticité désinvolte. Ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine de la cabane, Jennifer riant de quelque chose pendant que Silas se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille. Ils étaient assis sur la terrasse avec des verres de vin captant la lumière du coucher de soleil, leur langage corporel affichant l'aisance confortable d'un couple établi plutôt que l'excitation nerveuse d'une nouvelle liaison. Une photographie en particulier m'a frappé avec une force physique. Silas et Jennifer dans un petit restaurant de la ville voisine, assis l'un en face de l'autre à une table d'angle. Silas portait la nouvelle veste bleu marine que j'avais remarquée suspendue dans notre placard le mois dernier, quelque chose que j'avais supposé qu'il avait acheté pour des présentations professionnelles. Jennifer portait un délicat collier en argent qui captait la lumière d'une manière qui suggérait qu'il était cher, peut-être un cadeau financé par l'argent de nos conjoints. Marcus les avait également surpris en train de charger des sacs de course dans la voiture de Silas. Des activités domestiques ordinaires qui ressemblaient exactement à un couple en vacances gérant les détails pratiques de leur vie commune temporaire. La banalité de la chose rendait en quelque sorte la trahison plus complète. Il ne se cache pas, a observé Marcus, en regardant mon visage traiter les images. Ils sont à l'aise, établis, ne prennent pas de précautions particulières. Ce n'est pas un nouveau comportement pour eux. C'est la routine. Il m'a tendu le contrat de location de la cabane, qu'il avait réussi à obtenir par des méthodes qu'il a refusé de spécifier. Silas l'avait signé en utilisant son vrai nom et avait payé la caution avec notre carte de crédit commune. L'arrogance était à couper le souffle. Il avait littéralement facturé ses hébergements pour sa liaison sur notre compte commun, faisant de moi une participante financière involontaire à ma propre trahison. Jeudi soir, alors que Silas entamait son 6e jour consécutif d'absence inexpliquée, je me suis assise à notre table de salle à manger avec des documents étalés devant moi comme des plans de bataille. Vivian était en haut-parleur, me guidant dans l'assemblage de ce qu'elle appelait le « dossier de responsabilisation ». Nous avons tout compilé dans une seule enveloppe jaune de format légal. La requête en divorce que Vivian avait déposée ce matin-là auprès du greffier du comté. Les preuves photographiques de Marcus avec les dates, les lieux et les activités soigneusement annotées. Les relevés de cartes de crédit avec les dépenses liées à la liaison surlignée. Les relevés bancaires documentant mes transferts de protection d'actifs, accompagnés de notes détaillées expliquant la justification légale de chaque action. Une lettre de cessation et d'abstention formelle restreignant l'accès de Silas aux comptes matrimoniaux. La lettre de la direction de l'immeuble confirmant son retrait de la liste des occupants autorisés de notre condominium. Vivian avait également préparé une analyse financière complète calculant que Silas avait dissipé environ 12 000 $ des fonds matrimoniaux pour cette liaison sur 6 mois. Frais d'hôtel, factures de restaurant, location de la cabane, cadeaux, tout était détaillé avec la précision d'un audit judiciaire. Cette documentation deviendrait centrale dans les arguments sur la division des biens. C'est votre police d'assurance, a expliqué Vivian, sa voix empreinte de satisfaction professionnelle. Quand il reviendra, et il reviendra absolument parce que les hommes comme ça supposent toujours qu'ils peuvent gérer plusieurs réalités indéfiniment, vous lui tendez cette enveloppe. Ne discutez pas. N'expliquez pas. Ne vous engagez pas émotionnellement. Tendez-la lui simplement et regardez sa compréhension de la situation se réinitialiser complètement en temps réel. J'ai scellé l'enveloppe jaune et l'ai placée précisément au centre de notre table basse, positionnée là où elle serait immédiatement visible pour quiconque entrerait dans le condominium. Elle était là comme une mine terrestre attendant d'être déclenchée, comme une bombe avec un minuteur réglé pour exploser au moment où Silas franchirait la porte pour laquelle il n'avait plus de clé. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Non pas par bonheur ou satisfaction, mais par le profond soulagement de savoir que j'avais converti la douleur en stratégie et le deuil en protection. J'avais passé 6 jours à construire des conséquences, pendant que Silas avait passé 6 jours à croire que les conséquences ne s'appliquaient pas à lui. Vendredi soir est arrivé avec le poids de l'inévitabilité. J'avais passé la journée à travailler de la maison, essayant de me concentrer sur des présentations pour des clients tandis que mon attention dérivait constamment vers l'enveloppe jaune positionnée précisément au centre de la table basse. Vers 18 h, j'ai entendu le son distinctif d'une clé tentant de tourner dans la serrure qui ne la reconnaissait plus. Le grattement métallique a continué pendant plusieurs secondes, la confusion évidente dans les tentatives de plus en plus énergiques, puis le silence. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un SMS entrant. Je suis dehors.
La serrure marche pas, je me suis levé lentement, j'ai pris l'enveloppe jaune et je me suis dirigé vers la porte d'un pas mesuré. À travers le Judas, j'ai observé Silas debout dans le couloir avec son petit sac de sport, ne ressemblant en rien à un homme qui venait de passer 6 jours à faire quelque chose qui méritait la culpabilité ou la honte. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, coiffés différemment de d'habitude. Il portait un pull gris anthracite que je n'avais jamais vu auparavant, associé à un jean qui semblait également neuf. Toute son apparence suggérait quelqu'un revenant de vacances revigorantes plutôt que d'une tromperie prolongée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai stabilisé mes mains autour de l'enveloppe et j'ai ouvert la porte. La vue de lui debout là, l'air si parfaitement à l'aise et serein, a failli briser le sang-froid que j'avais soigneusement construit pour ce moment précis. Non pas parce qu'il me manquait ou que je ressentais une affection résiduelle, mais parce que l'absence totale de culpabilité sur son visage confirmait tout ce que j'avais compris de la personne qu'il était devenu, ou peut-être avait toujours été sous la performance que j'avais prise pour un véritable partenariat. Son expression enregistrait une légère contrariété plutôt que de la contrition, comme si la serrure défectueuse représentait le principal inconvénient de sa soirée. Ses yeux ont rencontré les miens avec la désinvolture de quelqu'un qui n'avait jamais sérieusement envisagé que ses actions pourraient engendrer des conséquences. Puis il a prononcé les mots qui allaient cristalliser de façon permanente ma compréhension de la divergence totale de nos réalités. Tu devrais être reconnaissante que je sois seulement rentré. Honnêtement, Elisa, après la semaine que j'ai eue, revenir ici ressemble à un sacrifice. L'audace m'a momentanément coupé le souffle. Il avait disparu pendant 6 jours consécutifs avec une histoire fabriquée sur une conférence qui n'existait pas. Il avait passé ce temps dans une cabane au bord d'un lac avec sa chef de projet, poursuivant la liaison que je documentais depuis des mois. Et maintenant, il se tenait dans notre couloir, présentant son retour comme un geste magnanime que je devrais recevoir avec gratitude. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti l'envie profondément ancrée d'accommoder, d'aplanir les tensions, de prioriser son confort par rapport à ma propre réalité. Cette impulsion m'avait été inculquée par des années de partenariat, où le maintien de la paix était progressivement devenu plus important que le maintien de la vérité. Mais le poids de l'enveloppe dans mes mains m'a ancré à la stratégie que Vivian et moi avions construite. Tu as raison, ai-je dit, en gardant ma voix égale et sans émotion. Merci d'être rentré. Mais ici, ce n'est plus chez toi. J'ai tendu l'enveloppe jaune vers lui, la tenant dans l'espace entre nous comme une frontière physique marquant un territoire qu'il n'avait plus la permission de franchir. Ton package de départ anticipé. Tout ce que tu as besoin de savoir est à l'intérieur. Silas a pris l'enveloppe avec la confiance de quelqu'un qui croyait encore fondamentalement contrôler le récit de notre relation. Il l'a déchiré sans soin particulier, avec la même désinvolture qu'il appliquerait à l'ouverture d'un courrier de routine, et a commencé à parcourir la première page. J'ai regardé son visage se transformer en temps réel, une masterclass de la manifestation physique de la compréhension naissante. La confusion est apparue d'abord alors que ses yeux parcouraient le langage juridique de la requête en divorce que Vivian avait déposée. Puis la compréhension alors qu'il tournait à la 2e page et rencontrait la première des photographies de Marcus le montrant, lui et Jennifer, à la cabane au bord du lac. L'incrédulité a traversé ses traits alors qu'il continuait à feuilleter les pages qui documentaient sa liaison avec des horodatages, des localisations géolocalisées et des registres financiers. Ses mains ont commencé à trembler visiblement autour de la page 4, qui contenait les relevés de cartes de crédit avec les frais surlignés pour les chambres d'hôtel, les dîners au restaurant et la location de la cabane. Au moment où il a atteint la page 7, l'analyse financière complète de Vivian, calculant les 12 000 $ qu'il avait dissipés pour sa liaison, toute couleur avait quitté son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? La question est sortie comme à peine plus qu'un murmure, sa voix se brisant à mi-chemin, tu ne peux pas simplement. Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, en maintenant le sang-froid que j'avais pratiqué mentalement pendant des semaines. En fait, ce condominium est exclusivement à mon nom. Le bail que j'ai signé, l'hypothèque que j'assume actuellement pour racheter la part de l'immeuble, le dépôt de garantie que j'ai payé avec mon héritage, tout est à moi. Tu as vécu ici comme mon invité ces 3 dernières années, bien que j'admette que cette distinction juridique semblait sans importance lorsque nous fonctionnions réellement comme des partenaires mariés. Passé. Comme tu le noteras dans la documentation. Je l'ai regardé traiter cette information, j'ai observé le moment précis où il a réalisé que j'avais élaboré une stratégie complète pendant qu'il se concentrait exclusivement sur la gestion de la logistique de sa liaison, et supposé que je resterais commodément inconsciente. Il a d'abord tenté le déni, un mécanisme de défense initial prévisible.
Ces preuves sont circonstancielles. Ces photographies pourraient être expliquées comme étant liées au travail ou. Page 5, ai-je interrompu calmement, ne lui permettant pas de construire des récits alternatifs. Horodatage, localisation géolocalisée, reçu de cartes de crédit, créant une chronologie irréfutable. Marcus a été extrêmement minutieux. Le contrat de location de la cabane est également inclus, signé à ton nom, débité sur notre compte joint. Son déni s'est rapidement effondré, remplacé par la stratégie de blâme tout aussi prévisible. Tu as été émotionnellement froide et distante pendant des mois, Elisa. Priorisant constamment ton travail de consultante par rapport à notre relation. Jennifer me comprenait simplement d'une manière que tu as apparemment cessé d'essayer de le faire. Elle écoutait vraiment quand je parlais de mes projets au lieu de traiter ma carrière comme un bruit de fond pour tes propres ambitions. Je l'ai laissé terminer toute l'accusation sans interruption, la reconnaissant comme le scénario standard de quelqu'un tentant de redistribuer la responsabilité pour des choix qu'il avait fait unilatéralement. Quand il s'est finalement tu, j'ai répondu avec la clarté que j'avais développée au cours des semaines de traitement de sa trahison. Tu as choisi d'avoir une liaison au lieu d'initier une conversation honnête sur l'insatisfaction dans la relation. Tu as choisi de construire des mensonges élaborés au lieu de partir avec intégrité. Tu as choisi de dépenser $12 000 de notre argent commun pour financer cette liaison tout en me laissant subventionner nos dépenses domestiques légitimes. Chaque choix dans cette séquence était entièrement le tien. Mon seul choix a été de déterminer comment répondre à tes choix. Et j'ai choisi la documentation plutôt que la dévastation et la stratégie plutôt que la souffrance. Silas a de nouveau baissé les yeux sur les papiers, puis les a relevés vers moi, cherchant désespérément la version de moi qui s'accommodait de ses humeurs, qui le poursuivait pour obtenir des explications quand il se repliait émotionnellement, qui absorbait son insatisfaction et travaillait à résoudre des problèmes qu'il n'avait jamais clairement articulés. Cette femme n'existait plus sous aucune forme qu'il pouvait atteindre ou manipuler. Où suis-je censé aller ? A-t-il demandé, sa voix maintenant dépouillée de l'arrogance antérieure, réduite à quelque chose de plus petit et de plus incertain. C'est une excellente question que tu aurais dû te poser avant de passer une semaine dans une cabane au bord d'un lac avec Jennifer, en facturant toute cette escapade romantique sur notre carte de crédit commune, ai-je répondu d'un ton égal. Tes affaires sont emballées systématiquement dans la chambre d'amis. Tu as exactement 1 heure pour les récupérer avant que la sécurité de l'immeuble n'applique les restrictions d'occupation décrites dans la lettre de la direction, incluses dans ton dossier de documentation. Il a tenté un dernier appel, se raccrochant à notre histoire commune comme si elle pouvait servir de levier contre la réalité présente. Nous avons été ensemble pendant 12 ans, Elisa. Ça doit bien signifier quelque chose. Tu ne peux pas simplement effacer 12 ans. J'ai senti quelque chose se tordre inconfortablement dans ma poitrine. Pas de nostalgie ou d'affection résiduelle, mais en reconnaissant sa tentative d'utiliser notre histoire contre moi, d'utiliser les fondations que nous avions construites comme un argument pour que je tolère leur destruction. Ça signifiait tout, ai-je dit doucement, en soutenant son regard. Passé. Tu as systématiquement transformé ces 12 années en une mise en garde sur le fait de prendre un partenariat pour acquis. Félicitations pour cette transformation particulière. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Silas a immédiatement posé sa main contre elle, non pas avec agressivité, mais avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui voit sa réalité se restructurer d'une manière qu'il ne peut ni contrôler ni négocier. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler de ça comme des adultes ? Avoir une vraie conversation au lieu de cette approche juridique froide. J'ai rencontré ses yeux une dernière fois, observant la peur et la confusion là, ne ressentant absolument rien d'autre qu'un lointain intérêt clinique pour son état psychologique. Les adultes ne disparaissent pas pendant 6 jours sans explication légitime, ai-je dit calmement. Les adultes ne construisent pas de conférences fictives pour couvrir des liaisons prolongées. Les adultes ne dépensent pas les ressources conjugales dans des chambres d'hôtel pour des relations extra-conjugales. Tu voulais être traité comme un adulte. On te remet des papiers de divorce complets préparés par une avocate expérimentée. Cela représente la version adulte de cette conversation. Tout le reste n'est que négociation, et je ne suis plus intéressé à négocier avec quelqu'un qui a agi de mauvaise foi pendant des mois. J'ai fermé la porte avec fermeté. Le verrou s'est enclenché avec un clic solide qui a sonné comme un point final, marquant la fin d'un chapitre très long et douloureux. À travers le Judas, j'ai regardé Silas rester immobile dans le couloir pendant près de 2 minutes complètes, fixant l'enveloppe jaune dans ses mains comme s'il s'attendait à ce qu'elle se transforme en quelque chose de différent s'il la regardait assez longtemps. Finalement, il s'est tourné lentement vers l'ascenseur,
les épaules visiblement affaissées sous le poids des conséquences qu'il n'avait vraiment jamais imaginé se matérialiser. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur sa silhouette diminuée, et je me suis éloigné de la porte, posant ma main contre le mur pour me stabiliser, alors que l'adrénaline qui avait soutenu mon sang-froid commençait à se dissiper. C'était fini. La confrontation que j'avais stratégiquement préparée s'était conclue exactement comme Vivian l'avait prédit. L'appartement semblait anormalement silencieux après le départ de Silas. Je suis resté debout près de la porte pendant plusieurs minutes, écoutant le silence s'installer autour de moi comme une substance physique. Mes mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline qui avait soutenu mon sang-froid pendant la confrontation, et je les ai pressées à plat contre le mur frais pour me stabiliser. Le week-end s'est déroulé dans un étrange état de suspension, où j'existais quelque part entre le soulagement et l'anticipation. Je savais que la confrontation à ma porte ne représentait que le début d'un processus plus long, pas une fin nette. Silas aurait besoin de digérer ce qui s'était passé, et la digestion mènerait inévitablement à une réaction. Lundi matin est arrivé avec des développements inattendus qui ont confirmé mes instincts sur les conséquences s'étendant au-delà de notre dissolution privée. Mon téléphone a sonné à 10h15 avec un appel d'un numéro inconnu affichant un indicatif régional du centre-ville de Chicago. J'ai répondu prudemment et une voix féminine professionnelle s'est présentée comme Patricia Winters, directrice des ressources humaines chez Morrison & Associates. Madame Montgomery, je vous appelle concernant des informations que nous avons reçues concernant une relation entre deux de nos employés, a-t-elle dit, son ton soigneusement neutre à la manière des professionnels des RH lorsqu'ils discutent de situations potentiellement litigieuses. Nous menons une enquête interne et voulions vous en informer par courtoisie professionnelle étant donné que vous pourriez être affecté par ces développements. Je me suis assise lentement, incertaine de la réponse appropriée ou attendue. Je vous remercie de m'en informer, ai-je dit prudemment. Patricia a continué avec une précision mesurée. Lorsque vous avez appelé notre bureau il y a plusieurs jours pour vous renseigner sur une conférence à Minneapolis, cette demande a été notée dans notre système car elle soulevait des questions sur les allées et venues des employés et les représentations de l'entreprise. Par la suite, plusieurs membres du personnel ont signalé avoir observé un comportement entre M. Montgomery et sa chef de projet, Jennifer Caldwell, qui semblait violer nos politiques de conduite en milieu de travail. Nous prenons ces questions au sérieux, en particulier lorsqu'elles impliquent des relations superviseurs subordonnés qui peuvent créer des environnements de travail hostiles pour les autres membres de l'équipe. J'ai appris au cours des jours suivants, grâce à des mises à jour soigneusement formulées fournies par Patricia et aux informations que Marcus continuait de recueillir, ce qui s'était exactement passé chez Morrison & Associates après le retour de Silas de son absence de 6 jours. Des collègues qui avaient auparavant ignoré ou rejeté la dynamique entre Silas et Jennifer comme des collaborations professionnelles ont soudainement vu leurs interactions sous un angle différent. Des conversations à voix basse dans des salles de conférence aux portes fermées. Des déjeuners prolongés qui n'étaient pas inscrits sur les calendriers. La façon dont le visage de Jennifer changeait lorsque Silas entrait dans une pièce et comment son attention se portait immédiatement sur elle, peu importe qui d'autre était présent. De petits comportements qui, individuellement, ne signifiaient rien mais qui, collectivement, formaient un schéma que plusieurs employés avaient indépendamment signalé au RH. L'enquête a progressé avec une rapidité surprenante, probablement accélérée par le désir de Morrison & Associates de traiter une responsabilité potentielle avant qu'elle ne dégénère en plainte formelle ou en action en justice. Jennifer, en tant que subordonnée directe de Silas, était en violation claire de la politique de fraternisation de l'entreprise qui interdisait explicitement les relations amoureuses au sein des structures hiérarchiques. Dans les 2 semaines suivant le début de l'enquête, elle a été transférée dans un autre département, travaillant sous un autre designer senior, accompagné d'un blâme écrit formel qui resterait dans son dossier personnel. Silas a fait face à des conséquences nettement plus sévères. En tant que superviseur dans la relation, il portait une plus grande responsabilité pour le maintien de limites professionnelles appropriées. Sa rétrogradation de designer senior à designer associé s'est accompagnée d'une réduction de salaire correspondante d'environ 18%. Le projet de bibliothèque municipale de haut niveau qu'il dirigeait a été réattribué à un autre designer senior. Sa réputation professionnelle au sein de l'entreprise, soigneusement cultivée sur 5 ans, a subi des dommages qui nécessiteraient des années pour être réparés, si tant est que la réparation soit possible. Je n'avais orchestré aucune de ces conséquences. J'avais simplement appelé les RH pour vérifier une conférence, j'avais documenté la réalité et j'avais laissé cette réalité générer son propre élan. La satisfaction que j'ai ressentie en observant ces développements était sombre plutôt que festive, teintée de la reconnaissance que plusieurs vies étaient perturbées par des choix que Silas avait faits sans considérer les dommages collatéraux.
Mardi soir a apporté une complication que j'avais essayé sans succès d'éviter. Mon téléphone a sonné à 23 heures avec le nom de ma mère affiché sur l'écran et j'ai su immédiatement que la retenue de Nona avait finalement volé en éclats. Elisa, a commencé ma mère, sa voix portant une émotion que je ne pouvais pas immédiatement identifier comme de la colère, de la déception ou une blessure confuse. Nona m'a parlé de Silas. Elle m'a tout dit. J'ai fermé les yeux, me préparant à la conversation que je redoutais depuis le dépôt de la requête en divorce. Maman, j'allais te le dire quand. Comment as-tu pu ne pas me le dire, a-t-elle interrompu, son ton s'aiguisant. Comment as-tu pu prendre une décision de vie aussi majeure sans en discuter avec ta famille? Sans même m'informer que ton mariage était en crise. La direction de sa réponse m'a complètement prise au dépourvu. J'avais anticipé de la sympathie, des offres de soutien, peut-être des questions sur la façon dont je gérais émotionnellement la situation. Au lieu de cela, ma mère semblait principalement contrariée d'avoir été exclue du processus de prise de décision. J'avais besoin de gérer ça à ma façon, ai-je dit prudemment. J'avais besoin d'espace pour penser clairement sans. Le mariage, c'est de surmonter les difficultés, Elisa, a-t-elle dit, sa voix prenant le ton moralisateur que je me rappelais de l'enfance quand je décevais ses attentes. On ne jette pas 12 ans à cause d'une crise temporaire. As-tu envisagé la thérapie? As-tu fait une véritable tentative pour comprendre ce qui a poussé Silas à ce comportement? Quel rôle tes propres actions ont pu jouer dans la création de la distance entre vous? Ces paroles ont atterri comme des coups physiques. Ma mère, qui avait toujours adoré Silas, qui avait loué ses accomplissements professionnels à chaque réunion de famille, qui l'avait présenté comme un exemple du partenaire stable qu'elle espérait que je trouve, ne pouvait apparemment pas accepter qu'il m'ait systématiquement trahi. Au lieu de cela, elle redirigeait l'attention sur mon secret et se demandait si j'avais suffisamment examiné ma propre contribution à la rupture du mariage. J'ai tenté d'expliquer les preuves. La liaison qui avait duré des mois, pas des jours, les 12 000 $ qu'il avait dépensés de nos comptes joints. La conférence fictive et la disparition de 6 jours. La tromperie calculée qui démontrait que ce n'était pas un égarement momentané, mais un schéma de choix soutenu. Ma mère a contré chaque point avec la sagesse traditionnelle sur le pardon, l'engagement et la complexité des relations à long terme. Tout le monde fait des erreurs, Elisa. Le mariage signifie choisir de pardonner et de reconstruire, pas de courir chez les avocats spécialisés en divorce au premier signe de problème. La conversation s'est détériorée à partir de là, se terminant finalement par ma mère disant qu'elle avait besoin de temps pour tout digérer et moi réalisant avec une clarté douloureuse que son soutien était conditionnel à ce que je joue le rôle de la victime blessée cherchant la réconciliation plutôt que celui de l'actrice stratégique protégeant ses propres intérêts. Je me suis assise sur mon canapé après la fin de cet appel, sentant une autre sorte de trahison s'installer dans ma poitrine. J'avais perdu mon mari à cause de ses propres choix, mais je perdais aussi le soutien inconditionnel de ma mère parce que j'avais refusé de jouer le deuil et l'impuissance d'une manière qu'elle trouvait acceptable. Mercredi a apporté une confession inattendue de Claire qui a encore compliqué ma compréhension de la durée pendant laquelle j'avais navigué dans la tromperie sans le reconnaître. Elle m'a invité à dîner dans un bistrot tranquille d'un quartier où nous étions peu susceptibles de rencontrer quelqu'un de nos cercles professionnels ou sociaux. Autour d'un verre de vin, dont j'avais plus besoin que je ne voulais l'admettre, Claire a fait une confession qui pesait clairement sur elle depuis des mois. Elisa, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû mentionner il y a longtemps, a-t-elle commencé, son visage affichant le genre de culpabilité sincère qui ne peut être fabriqué. En décembre dernier, probablement vers le 10 ou le 11, j'ai vu Silas déjeuner avec une femme dans ce restaurant italien sur Randolph Street. Rosetti S, celui avec les box privées à l'arrière. Elle a fait une pause, rassemblant son courage pour continuer. Ils étaient assis dans l'un de ces box, très proches l'un de l'autre, et quelque chose dans leur langage corporel m'a semblé anormal. La façon dont ils se penchaient l'un vers l'autre, la façon dont elle riait, la façon dont ils la regardaient. Je me suis convaincu que je lisais mal la situation, que je ne devais pas semer la suspicion dans ton mariage sans preuve concrète, que peut-être elle n'était qu'une collègue et qu'ils discutaient de travail de manière détendue. Claire a rencontré mes yeux avec une détresse visible. Quand tu m'as appelé pour me demander une recommandation d'avocat spécialisé en divorce, tout s'est immédiatement mis en place. J'avais été témoin de la liaison à ses débuts et je n'avais absolument rien dit. Je me suis convaincu que je te protégeais d'une suspicion potentiellement infondée, mais en réalité, j'évitais juste une conversation inconfortable. Je ne savais pas comment traiter cette information. Une partie de moi se sentait trahie par ces mois de silence. Une partie de moi comprenait la position impossible dans laquelle elle s'était trouvée,
prise au piège entre potentiellement détruire ma confiance en mon mariage sur la base d'une observation ambiguë et potentiellement me laisser continuer à investir dans une relation déjà compromise. Je ne suis pas en colère, ai-je dit lentement, analysant mes réactions au fur et à mesure que je parlais. Tu étais dans une situation impossible. Si tu avais eu tort, je t'en aurais voulu pour la suspicion. Comme tu avais raison, je t'en veux pour le silence. Il n'y avait pas de bonne option pour toi. Claire a tendu la main sur la table, me serrant la main. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te faire confiance pour gérer les informations difficiles. J'aurais dû faire confiance à ta force au lieu d'essayer de te protéger d'une douleur potentielle. La conversation a changé quelque chose dans notre amitié, introduisant une nouvelle complexité, mais aussi une plus grande honnêteté. Nous avons parlé pendant des heures de l'éthique impossible de l'amitié, de savoir quand la loyauté signifie dire des vérités inconfortables, de la façon dont l'exposition professionnelle de Claire au mariage raté l'avait peut-être rendue trop prudente pour intervenir dans le mien. Jeudi a apporté des informations de Marcus que j'ai trouvées sinistrement satisfaisantes d'une manière qui en disait probablement des choses peu flatteuses sur mon état émotionnel. Il a appelé en milieu d'après-midi avec une mise à jour que je n'avais pas spécifiquement demandée, mais que Vivian l'avait autorisé à continuer de recueillir. Je pensais que vous devriez savoir que la situation amoureuse de votre mari se détériore rapidement, a dit Marcus sans préambule. Jennifer Caldwell prend activement ses distances avec lui. Elle refuse ses appels, l'évite au travail au-delà de ce qui est professionnellement requis, et je l'ai observé dans un bar à vin hier soir avec un autre homme qui semblait être plus qu'une simple compagnie. Il a continué sur son ton caractéristique et sec. J'ai également obtenu le contenu de messages textes entre Jennifer et une de ses amies où elle décrivait Silas comme devenant excessivement dépendant et dramatique maintenant que la liaison a des conséquences professionnelles. Citation directe, il n'arrête pas d'appeler pour parler de notre avenir, et je réalise qu'il n'est qu'un type qui a trompé sa femme, pas un héros romantique. Tout ça me semble épuisant maintenant que ce n'est plus un secret. J'ai absorbé cette information avec des émotions complexes. La femme qui avait participé à la destruction de mon mariage abandonnait maintenant Silas parce que les conséquences s'avéraient moins romantiques que le secret. Les liaisons, apparemment, prospéraient sur la tromperie et mouraient lorsqu'elles étaient exposées à la simple lumière du jour. Vivian pense que cette information renforce notre position de règlement, a ajouté Marcus. Elle démontre que Silas a détruit un mariage de 12 ans pour une relation qui n'a pas pu survivre à l'exposition, ce qui sape tout argument selon lequel il mériterait une considération pour une crise émotionnelle temporaire ou un véritable partenariat alternatif. J'ai remercié Marcus et mis fin à l'appel, assise tranquillement avec la connaissance que Silas vivait maintenant sa propre version de l'abandon et de la trahison. Je ne ressentais pas exactement de satisfaction, plutôt une sombre reconnaissance que les conséquences se distribuaient avec une certaine justice organique que je n'avais pas eu besoin d'orchestrer. La semaine qui a suivi la mise à jour de Marcus sur l'abandon de Silas par Jennifer a apporté des développements qui ont fondamentalement changé ma compréhension de ce que j'avais traversé. J'avais cru que j'avais affaire à une liaison, une trahison de la fidélité émotionnelle et physique qui avait duré plusieurs mois. Ce que l'analyste financier de Vivian a découvert suggérait quelque chose de bien plus calculé et de substantiellement plus troublant. Vivian m'a appelé un jeudi après-midi, demandant une réunion urgente à son bureau. Son ton portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas tout à fait de la colère, mais quelque chose proche d'une indignation contrôlée en mon nom. Je suis arrivé en moins d'une heure, et elle avait des relevés bancaires et des registres financiers étalés sur sa table de conférence comme des preuves dans un procès criminel. Elisa, mon comptable judiciaire a trouvé quelque chose pendant le processus de découverte des actifs, a commencé Vivian sans préambule. Silas n'a pas seulement eu une liaison. Il a systématiquement planifié une séparation financière pendant au moins 6 mois, peut-être plus. Elle a fait glisser plusieurs documents vers moi. Des relevés bancaires pour un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Ouvert dans une institution que nous n'avions jamais utilisée ensemble, uniquement au nom de Silas. Le compte avait été créé début mars, environ 7 mois avant sa disparition de 6 jours. Au cours de ces mois, il avait redirigé des portions de ses bonus trimestriels et de ses revenus de consultation indépendante vers ce compte caché plutôt que de les déposer dans nos finances communes comme il l'avait toujours fait auparavant. Le solde actuel était de 28 417 $. J'ai fixé le chiffre, mon cerveau luttant pour traiter les implications. 28 000 $ qui auraient dû être des biens matrimoniaux, qui auraient dû contribuer à nos dépenses domestiques communes et à notre planification future, secrètement détournés vers un compte dont je ne savais rien. Il se constituait un fonds de sortie, a dit Vivian,
son sang-froid professionnel se fissurant légèrement pour révéler une colère sincère. Pendant que vous payez la majorité de vos dépenses domestiques avec vos revenus de consultation, croyant contribuer à une stabilité financière partagée, il construisait une fondation financière séparée pour la vie qu'il planifiait sans vous. Elle a sorti des documents supplémentaires montrant nos schémas de dépenses domestiques sur la même période. Mes revenus de consultation avaient couvert notre hypothèque, les services publics, les courses et la plupart des dépenses discrétionnaires. Le salaire de base de Silas avait ostensiblement contribué aux économies communes et aux dépenses partagées. Mais l'analyse judiciaire a révélé que ses contributions réelles avaient considérablement diminué à partir de mars, tandis que ses revenus étaient restés constants. La différence avait été versée sur le compte caché. Ce n'est pas une infidélité impulsive, a poursuivi Vivian. C'est une planification financière calculée pour un abandon. La liaison avec Jennifer n'était pas une crise ou une défaillance temporaire. C'était son audition pour une nouvelle vie qu'il se préparait méthodiquement à financer avec de l'argent qu'il a volé à votre partenariat conjugal. La prise de conscience a restructuré tout ce que j'avais compris sur la chronologie et la nature de sa trahison. La cabane au bord du lac, les dîners au restaurant coûteux, les cadeaux que Jennifer avait reçus, tout cela avait été financé par de l'argent qu'il avait détourné de notre avenir commun tout en me laissant subventionner son existence quotidienne. Il n'avait pas seulement été infidèle. Il avait systématiquement volé notre partenariat pour financer sa fuite. Je suis rentré du bureau de Vivian dans un état de fureur froide qui semblait qualitativement différent de tout ce que j'avais ressenti au cours des semaines précédentes. La trahison de la fidélité était dévastatrice. La trahison de la confiance était profondément douloureuse. Mais ce niveau de tromperie financière calculée semblait être une catégorie de violation entièrement différente. Le lendemain a apporté des informations de Marcus qui ont ajouté une autre dimension à ma compréhension de qui était réellement Silas sous la performance que j'avais prise pour un partenariat authentique. Il a appelé en milieu de matinée avec un ton qui suggérait qu'il livrait des informations qu'il savait difficiles à recevoir. J'ai interrogé plusieurs des anciens collègues de Silas dans le cadre de l'enquête de fond pour votre procédure de règlement, a commencé Marcus. L'une d'entre elles, une femme nommée Rebecca Hartley qui a quitté Morrison & Associates il y a environ 3 ans, a mentionné quelque chose qui semblait assez important pour être suivi. Il a fait une brève pause avant de continuer. Quand j'ai posé des questions sur la réputation professionnelle et le caractère de Silas, Rebecca a demandé si cette enquête portait sur son schéma de relation au travail. Ses mots exacts étaient « Je sais que Jennifer n'est pas la première parce qu'il a essayé la même approche avec moi pendant ma première année à l'entreprise. » Marcus a expliqué qu'il avait mené une entrevue de suivi avec Rebecca, qui a décrit Silas faisant des avances persistantes pendant ses premiers mois chez Morrison & Associates, alors qu'elle était une designer junior et qu'il était un architecte de niveau intermédiaire. Elle l'avait repoussé clairement et professionnellement, et il avait finalement arrêté. Mais l'expérience l'avait rendu suffisamment mal à l'aise pour qu'elle contribue à sa décision de quitter l'entreprise pour un poste ailleurs. Rebecca avait également mentionné des rumeurs sur une autre situation impliquant une stagiaire nommée Michelle environ 2 ans avant Jennifer, bien que cette relation ait été plus de la spéculation parmi le personnel que des faits confirmés. La chronologie l'aurait placé pendant une période où Silas et moi étions encore mariés, supposément toujours engagés dans notre partenariat. Je ne peux pas prouver définitivement la situation avec Michelle, a dit Marcus prudemment, mais l'expérience directe de Rebecca combinée aux rumeurs suggère que Jennifer représente un schéma de comportement plutôt qu'un incident isolé ou une erreur ponctuelle. Je suis resté avec cette information pendant des heures après avoir mis fin à l'appel, sentant le passé se réécrire une fois de plus. Combien de soirées tardives de Silas au bureau avaient-elles réellement été du travail? Combien de projets exigeants avaient-ils été des couvertures pour des relations qui n'avaient tout simplement pas progressé aussi loin que son implication avec Jennifer? Combien de fois avais-je accepté ses explications sur les heures supplémentaires et les réunions avec les clients alors qu'il poursuivait ou menait en réalité des liaisons avec des collègues? Le schéma suggérait que Jennifer n'était pas la femme qui avait tenté mon mari fidèle à un comportement inhabituel. Elle était simplement la femme la plus récente qui avait dit oui à des avances que Silas avait apparemment faites tout au long de notre mariage chaque fois que l'opportunité et la réceptivité s'alignaient. Vivian a intégré cette information dans notre stratégie de règlement, l'utilisant pour démontrer une tromperie systématique plutôt qu'un simple manquement au jugement qui pourrait justifier la clémence ou la prise en compte de circonstances atténuantes. Le récit est passé de « Marie qui a fait une erreur pendant une période difficile » à « Marie qui a maintenu un schéma d'infidélité et de tromperie tout au long du mariage ». Dimanche après-midi a apporté une conversation inattendue et douloureuse avec Nona qui a ajouté une autre couche à ma compréhension de la mesure dans laquelle Silas avait manipulé les gens autour de lui pour isoler ses tromperies.
Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un endroit près de son appartement à Milwaukee, et elle semblait agitée d'une manière qui suggérait qu'elle portait quelque chose de difficile depuis un certain temps. Je dois te dire quelque chose qui me rend malade depuis que tu m'as parlé de la liaison, a dit Nona une fois que nous nous sommes installés dans un coin tranquille. À Thanksgiving dernier. Tu te souviens quand tu aidais maman dans la cuisine pendant environ 1 heure avant le dîner? J'ai hoché la tête, incertaine de la direction que cela prenait. Silas et moi nous sommes retrouvés seuls sur le porche pendant ce temps, a poursuivi Nona, sa voix tendue par l'émotion. J'avais remarqué qu'il semblait différent, distrait, et que tu semblais stressé d'une manière dont tu ne parlais pas. Alors, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit que j'avais remarqué qu'il semblait distant de toi ces derniers temps, et que s'il avait des doutes sur le mariage ou traversait quelque chose de difficile, il devait l'aborder honnêtement avec toi plutôt que de laisser les problèmes s'accumuler. Elle a fait une pause, ses mains serrant sa tasse de café avec une tension visible. Il m'a regardé droit dans les yeux, Elisa, avec cette expression complètement sincère et a dit, « Nona, j'aime ta sœur. Tu vois juste du stress au travail, pas de la distance avec elle. Tout va bien entre nous. J'apprécie que tu t'inquiètes assez pour vérifier, mais je te promets qu'il n'y a rien à craindre. » La voix de Nona s'est légèrement brisée alors qu'elle continuait. Il m'a menti si convaincamment alors qu'il te trompait activement que je me suis senti coupable par la suite d'avoir suspecté qu'il y avait des problèmes. Il m'a manipulé pour être son témoin de moralité, pour me rassurer que leur mariage était solide, et je l'ai complètement cru. Sa révélation expliquait l'intensité de la rage de Nona lorsque je lui avais parlé pour la première fois de la découverte de la liaison. Sa colère n'était pas seulement une fureur protectrice en mon nom. C'était en partie à cause de son propre sentiment de complicité, d'avoir été utilisé contre ses propres instincts et pour valider un faux récit. C'est pourquoi je voulais l'affronter si fort, a dit Nona. Pourquoi j'ai dû me forcer à ne pas conduire jusqu'à Chicago pour détruire quelque chose qui lui appartenait. Il m'avait rendu complice de ta tromperie. Il avait utilisé ma confiance et mon amour pour toi comme un outil pour isoler davantage ses mensonges. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Tu n'es pas complice. Il t'a manipulé de la même manière qu'il m'a manipulé. C'est ce qu'il fait, apparemment. Il construit des récits et joue la sincérité jusqu'à ce que les gens croient à la version de la réalité qu'il vend. La dernière pièce de la compréhension est arrivée de manière inattendue alors que j'emballais les derniers articles de la chambre d'amis pour les expédier à l'adresse que Silas avait fournie à son avocat. Caché entre 2 manuels d'architecture sur l'étagère du bas, j'ai trouvé un journal relié en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. L'éthique professionnelle et le respect de base de la vie privée suggéraient que je ne devais pas lire le journal intime de quelqu'un. Mais la curiosité et le besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé dans l'esprit de quelqu'un avec qui j'avais partagé 12 ans ont submergé ces considérations. Les entrées remontaient à environ 2 ans, et elles offraient une fenêtre sur le récit interne de Silas qui était à la fois éclairant et profondément exaspérant. Il avait beaucoup écrit sur le sentiment de ne pas être apprécié dans notre mariage, sur la façon dont j'avais supposément changé après le succès de ma carrière et commencé à gagner plus que lui, sur la façon dont notre relation était devenue émotionnellement fade et professionnellement compétitive plutôt que solidaire. Les entrées étaient des exercices magistraux de justification rétrospective. Il avait systématiquement réécrit toute l'histoire de notre mariage, recadrant les dynamiques de partenariat normal comme des preuves de mon incapacité à l'apprécier ou à le comprendre adéquatement. Les soirées tranquilles à travailler sur des projets séparés sont devenues la preuve que j'avais cessé de m'engager dans ses intérêts. Le succès de ma carrière est devenu la preuve que j'avais priorisé l'accomplissement professionnel par rapport à l'intimité émotionnelle. Les schémas relationnels normaux que chaque couple à long terme connaît ont été transformés en preuve d'une incompatibilité fondamentale. Une entrée datant d'environ 3 mois avant sa disparition disait « ne comprend plus l'ambition. Elle est devenue trop à l'aise, trop installée dans son succès. J'y me fais me sentir à nouveau vivant, vu d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années, comme l'homme que j'étais avant que le mariage ne me domestique et ne me transforme en quelqu'un que je reconnais à peine. » La lecture de ces mots a cristallisé quelque chose de crucial. Silas ne m'avait pas trahi parce que notre mariage échouait réellement dans un sens objectif. Il avait construit un récit d'échec spécifiquement pour justifier la trahison qu'il avait déjà décidé de commettre. Le journal était la preuve de quelqu'un qui réécrivait l'histoire pour se décharger de la responsabilité de détruire quelque chose qui avait été réellement fonctionnel, bien qu'imparfait, comme le deviennent inévitablement toutes les relations à long terme. J'ai photographié les pages pertinentes avec soin et les ai envoyées à Vivian,
qui a répondu en moins d'1 heure que cette documentation serait inestimable pour démolir tout argument que l'avocat de Silas pourrait tenter de faire sur la rupture du mariage ou la responsabilité partagée dans la dissolution de la relation. Ce soir-là, je me suis assise dans mon condominium, entourée des preuves d'une tromperie systématique qui s'étendait bien au-delà d'une simple liaison, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Le choc et la douleur qui avaient caractérisé mes premières réponses à la découverte de son infidélité s'étaient transformés en quelque chose de plus froid et de plus clarifiant. Je comprenais maintenant exactement qui était Silas Montgomery sous la performance qu'il avait maintenue pendant 12 ans. Quelqu'un capable d'une tromperie élaborée et soutenue. Quelqu'un qui réécrivait la réalité pour servir ses propres besoins narratifs. Quelqu'un qui utilisait la confiance et manipulait les gens qui se souciaient de lui pour isoler ses trahisons. Et j'ai compris avec une clarté absolue que me protéger de cette personne avait été la décision la plus importante que j'aurais pu prendre. La conférence de règlement a été programmée pour un mardi matin début novembre, environ 6 semaines après que j'ai signifié à Silas la requête en divorce à la porte de notre condominium. Les semaines intermédiaires avaient été consacrées à la préparation de documents, à la découverte financière et à la construction méthodique du dossier juridique qui déterminerait comment notre partenariat de 12 ans serait formellement dissous. Je suis arrivé au palais de justice 45 minutes en avance, rencontrant Vivian dans le hall, où elle a passé en revue notre stratégie une dernière fois. Elle portait 2 porte-documents en cuir contenant une documentation organisée de tout ce que nous avions rassemblé, les preuves photographiques de Marcus, les registres financiers démontrant la dissipation et la dissimulation d'actifs, les entrées de journal que j'avais photographiées, le témoignage de Rebecca Hartley sur le schéma de relation de Silas au travail, et les conclusions de l'enquête interne de Morrison & Associates. Rappelez-vous que les conférences de règlement sont conçues pour éviter un procès, a instruit Vivian alors que nous prenions l'ascenseur pour le 4e étage. Le juge Reeves entendra les 2 parties et poussera vers une résolution. Votre travail est de rester calme, peu importe ce que Silas ou son avocat disent. Laissez-moi gérer toutes les réponses de fond. La salle de conférence était agressivement institutionnelle. Éclairage fluorescent, moquette grise, une table rectangulaire entourée de chaises de bureau qui avaient connu de meilleures décennies. Le juge Reeves, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à l'expression suggérant qu'elle avait présidé d'innombrables variations de ce même scénario douloureux, est arrivée précisément à 9 heures et s'est présentée avec une efficacité professionnelle. Silas est entré 3 minutes plus tard avec son avocat commis d'office, un défenseur public nommé Matthew Grant, qui semblait à la fois surchargé de travail et sous-préparé. Silas avait l'air considérablement différent de ce qu'il était 6 semaines plus tôt lors de notre confrontation à la porte. Plus mince, avec des cernes sous les yeux qui témoignaient d'un mauvais sommeil et d'un stress considérable. Son costume était légèrement ample, suggérant une perte de poids qu'il n'avait pas prévue. Lorsque ses yeux ont brièvement rencontré les miens avant qu'il ne s'assoie de l'autre côté de la table, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la honte ou peut-être juste une résignation épuisée. Le juge Reeves a commencé par établir les règles de base et expliquer le processus de la conférence de règlement. Puis elle a invité Vivian à présenter notre position. La présentation de Vivian était clinique et d'une rigueur dévastatrice. Elle a parcouru la chronologie de la liaison de Silas, étayée par la documentation photographique de Marcus le montrant, lui et Jennifer, à la cabane au bord du lac, dans des restaurants, s'adonnant à des activités domestiques qui démontraient une relation établie plutôt que des rencontres isolées. Elle a présenté les relevés de cartes de crédit démontrant $12 000 de dépenses liées à la liaison débitée sur notre compte joint. Elle a introduit la preuve du compte d'épargne caché contenant $28 000 que Silas avait systématiquement détourné des biens matrimoniaux tout en me laissant assumer la majorité des dépenses du ménage. Elle a détaillé les conclusions de l'enquête interne de Morrison & Associates, qui avait entraîné la rétrogradation de Silas et le transfert de Jennifer en raison de la violation des politiques de conduite en milieu de travail. Elle a fait référence au témoignage de Rebecca Hartley suggérant un schéma de relations inappropriées au travail s'étendant au-delà de Jennifer. Elle a présenté des extraits du journal de Silas démontrant qu'il avait construit des justifications pour sa trahison plutôt que de répondre à un échec conjugal réel. Matthew Grant a tenté d'interrompre plusieurs fois, essayant de faire valoir que l'Illinois était un état de divorce sans faute où la mauvaise conduite conjugale ne devrait pas influencer la division des biens. Le juge Reeves l'a interrompu avec la patience lasse de quelqu'un qui avait entendu cet argument trop de fois pour le compter. Maître, bien que l'Illinois ne reconnaisse pas la faute comme motif de dissolution en soi, la dissipation d'actifs due à une mauvaise conduite conjugale influence absolument la distribution équitable, a-t-elle dit fermement. Votre client a dépensé $12 000 de fonds matrimoniaux directement pour une liaison extra-conjugale et a dissimulé $28 000 dans un compte séparé qu'il a créé spécifiquement pour préparer son départ du mariage.
Ce ne sont pas des facteurs neutres que le tribunal peut ignorer pour déterminer une division équitable des actifs. Regardez Silas assis de l'autre côté de cette table de conférence pendant que ces tromperies étaient cataloguées publiquement dans des procédures judiciaires officielles a généré une réponse émotionnelle complexe que je n'avais pas entièrement anticipée. Pas de la satisfaction, exactement. Bien qu'il y ait eu un élément de sombre justification à voir ces choix documentés et reconnus, mais plutôt un sentiment de finalité, de voir les conséquences se cristalliser dans un dossier officiel qui définirait de façon permanente la fin de notre partenariat. Silas a gardé les yeux fixés sur la table pendant la majeure partie de la présentation de Vivian, jetant parfois un coup d'œil aux documents que Matthew Grant glissait vers lui, mais ne rencontrant jamais mon regard directement. Ses épaules portaient une tension qui témoignait d'un malaise aigu à voir ses trahisons privées examinées dans ce forum public stérile. Le juge Reeves a appelé à une pause de 15 minutes après que Vivian a conclu sa présentation. Je suis sorti dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, ayant besoin de distance de l'espace claustrophobe où mon mariage était systématiquement démantelé en calcul financier et en terminologie juridique. Silas est sorti de la salle de conférence peut-être 2 minutes plus tard. Son avocat est resté à l'intérieur, examinant probablement des documents ou préparant les faibles contre-arguments qui pourraient être disponibles compte tenu des preuves complètes que Vivian avait présentées. Silas s'est approché de moi lentement, s'arrêtant à environ 2 mètres avec une hésitation visible. « Elisa, s'il te plaît », a-t-il dit, sa voix portant un désespoir que je n'avais jamais entendu de lui pendant nos 12 ans ensemble. Ça a été trop loin. On peut encore arranger cette situation. J'ai fait de graves erreurs. Je le reconnais complètement. Mais ce que tu fais maintenant, détruire ma carrière, tout prendre, ça semble vindicatif plutôt que proportionnel. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé, en qui j'avais eu confiance et avec qui j'avais construit une vie, et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une observation clinique distante. Le lien émotionnel qui avait autrefois défini ma compréhension de qui j'étais par rapport à lui avait été complètement rompu par le poids accumulé de ces tromperies. Vindicatif serait une exposition publique au-delà des procédures judiciaires, Silas, ai-je répondu d'un ton égal. Vindicatif serait d'envoyer les photographies de Marcus à tous les architectes de Chicago. Vindicatif serait de contacter la famille de Jennifer pour leur expliquer exactement comment leur fille passait ses week-ends. Ce que je fais en réalité, c'est protéger les actifs que tu as systématiquement tenté de voler et m'assurer que tu portes les conséquences financières appropriées pour les choix que tu as fait librement et à plusieurs reprises sur une période prolongée. Il a changé d'approche, ses yeux développant une qualité brillante qui suggérait soit une émotion sincère, soit une détresse jouée. Tu ne te souviens pas de qui nous étions ensemble ? Ces 12 ans ne signifient plus rien pour toi. Je me suis légèrement approché, baissant la voix pour que notre conversation ne soit pas entendue par d'autres dans le couloir. Il signifiait tout pour moi jusqu'à ce que tu décides qu'il ne signifiait rien. Tu n'as pas le droit d'utiliser rétroactivement notre histoire commune après avoir passé 6 mois à planifier systématiquement ta sortie et 6 jours à la célébrer dans une cabane au bord d'un lac avec ta chef de projet. Son visage s'est légèrement décomposé à la franchise de ma réponse. Avant qu'il ne puisse tenter un autre argument, l'assistante du juge Reeves nous a rappelé dans la salle de conférence. Les termes finaux du règlement ont été livrés avec une efficacité bureaucratique qui a réduit 12 ans de partenariat en 15 minutes de langage juridique. J'ai conservé la pleine propriété du condominium et de l'hypothèque que j'avais payée, Silas ne recevant aucune part de l'équité car le juge Reeves a déterminé que sa mauvaise conduite conjugale avait dissipé une valeur équivalente. J'ai reçu 68% de nos économies communes restantes, calculées en prenant le solde actuel, en y ajoutant les 12 000 $ qu'il avait dépensés pour des dépenses liées à la liaison et les 28 000 $ qu'il avait dissimulés dans le compte caché, puis en divisant proportionnellement tout en tenant compte de mes contributions financières nettement plus importantes au cours des 3 années précédentes. Silas a conservé ses effets personnels, son véhicule et ses comptes de retraite, moins une partie qui m'a été allouée représentant les années où j'avais financièrement soutenu sa carrière pendant des périodes d'instabilité de revenus. Le juge Reeves a déterminé qu'aucune pension alimentaire n'était appropriée dans un sens ou dans l'autre, étant donné que nous avions tous les deux été des professionnels autonomes gagnant des revenus comparables pendant la majeure partie du mariage. Toute la dissolution de notre partenariat juridique a été articulée et formalisée en moins de temps qu'il ne nous en fallait habituellement pour choisir un restaurant pour le dîner. Matthew Grant a offert à Silas des assurances discrètes que cela représentait le meilleur résultat possible compte tenu des circonstances, ce que j'ai reconnu comme un euphémisme juridique signifiant qu'il n'avait eu absolument aucun levier pour négocier de meilleures conditions. J'ai signé l'accord de règlement d'une main ferme, chaque signature fonctionnant comme une ponctuation, marquant la fin définitive d'un chapitre très long et de plus en plus douloureux.
Silas a signé avec des mains qui tremblaient visiblement, son avocat le guidant à travers chaque ligne de signature requise avec des instructions patientes. Debout sur les marches du palais de justice par la suite, le vent d'automne traversant mon manteau, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas du bonheur ou du triomphe, mais un allègement du poids que je portais depuis des mois. Vivian se tenait à côté de moi, une satisfaction professionnelle évidente dans son expression. « Vous avez exécuté cela parfaitement », a-t-elle dit, et j'ai compris qu'elle offrait une évaluation professionnelle plutôt qu'un réconfort personnel. « Vous avez documenté de manière exhaustive, vous vous êtes protégé financièrement et vous avez refusé de laisser l'émotion compromettre la stratégie. C'est précisément pourquoi le règlement vous a été si décisivement favorable. » J'ai regardé Silas sortir de l'entrée du palais de justice à une vingtaine de mètres. Matthew Grant lui parlait à voix basse tandis que Silas fixait le vide. Il semblait plus petit, en quelque sorte, physiquement diminué par la reconnaissance officielle de ses choix et de leurs conséquences. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés à travers la distance. Je l'ai vu chercher quelque chose sur mon visage, peut-être du regret ou un sentiment résiduel ou une ouverture qu'il pourrait exploiter pour tenter une réconciliation ou une renégociation. Je ne lui ai offert rien d'autre qu'une reconnaissance neutre de sa présence. Puis je me suis simplement détourné, marchant vers le parking où ma voiture attendait, me dirigeant délibérément vers la vie que j'avais méthodiquement reconstruite pendant qu'il était occupé à détruire la version précédente. Vivian m'a accompagné jusqu'à ma voiture, et avant que j'ouvre la portière, elle a dit quelque chose dont je me souviendrai pendant les semaines difficiles qui ont suivi. La vengeance, ce n'est pas faire souffrir quelqu'un proportionnellement à la douleur qu'il vous a causée, a-t-elle dit doucement. C'est s'assurer que vous ne souffrez plus. Vous venez d'accomplir exactement cela. Je me suis éloigné du palais de justice en comprenant que, bien que la dissolution légale soit complète, le traitement émotionnel se poursuivrait pendant un certain temps. Mais la fondation était établie. Je m'étais protégé lorsque la protection était nécessaire, j'avais répondu au chaos par la stratégie plutôt que par l'hystérie, et j'avais veillé à ce que les conséquences atterrissent là où elles appartenaient légitimement. Le trajet de retour du palais de justice était différent de tous les trajets que j'avais faits au cours des 6 mois précédents. La dissolution légale était complète, formalisée par des signatures et une approbation judiciaire qui transformait 12 ans de partenariat en un fait historique plutôt qu'en une réalité présente. Le poids que je portais depuis la découverte de cet email sur l'ordinateur portable de Silas s'était partiellement levé, remplacé par quelque chose qui ressemblait timidement au début de la paix. Le condominium dans lequel je suis retourné ce soir-là portait encore des traces de notre vie commune malgré les changements que j'avais mis en œuvre pendant son absence de 6 jours. Au cours des semaines suivantes, j'ai entamé une transformation plus complète qui convertirait cet espace d'un musée de souvenirs en quelque chose qui ne reflèterait que ma propre esthétique et mes propres priorités. La peinture a commencé le premier week-end après la conférence de règlement. J'avais d'abord engagé des peintres, recevant des devis qui semblaient raisonnables jusqu'à ce que je considère la valeur thérapeutique de faire le travail physique moi-même. Les beiges et les gris neutres sur lesquels Silas avait insisté, représentant des choix sophistiqués et favorables à la revente, ont disparu sous des couleurs que je voulais depuis des années mais que je n'avais jamais défendues assez fermement pour l'emporter sur ses préférences. Un bleu sarcelle profond dans le salon, une teinte qui captait la lumière des baies vitrées d'une manière qui changeait tout au long de la journée. Un terracotta chaud dans la chambre, créant une atmosphère qui semblait reposante plutôt que stérile. Un vert sauge doux dans ce qui avait été notre chambre commune, mais qui était maintenant en cours de conversion en un bureau à domicile dédié. Chaque mur que je peignais me donnait l'impression de reconquérir un territoire qui avait été cédé progressivement au fil des ans de compromis qui avaient toujours penché en faveur de ses préférences plutôt que de représenter une véritable négociation de partenariat. Le travail physique s'est avéré étonnamment thérapeutique. Le mouvement répétitif du rouleau de peinture sur les surfaces permettait à mon esprit de traiter les émotions que j'avais supprimées pendant les phases stratégiques de documentation et de manœuvres juridiques. Les changements de mobilier ont suivi naturellement. Le canapé sectionnel moderne que Silas avait adoré, que j'avais toujours trouvé agressivement inconfortable sans jamais l'articuler assez clairement pour empêcher son achat, a été donné à une œuvre de charité qui meublait des appartements pour les familles sortant de l'itinérance. La table à manger en verre qui montrait chaque empreinte de doigt et chaque trace d'eau, nécessitant un entretien constant dont j'étais devenu seul responsable, a été remplacée par une table en bois massif d'une vente de succession qui portait sa propre histoire et ne nécessitait aucun entretien particulier au-delà du nettoyage normal. J'ai acheté un fauteuil de lecture en cuir vintage dans un magasin de dépôt-vente d'un quartier que je n'avais jamais exploré pendant le mariage, le positionnant près de la fenêtre où la lumière du matin entrait le plus généreusement.
Ce fauteuil est devenu mon espace préféré dans tout le condominium, un endroit spécialement désigné pour les matins tranquilles avec du café et des livres, des activités qui ne nécessitaient aucune adaptation à l'horaire ou aux préférences de quelqu'un d'autre. Les étagères se sont remplies progressivement de titres que je voulais lire depuis des années, mais que je n'avais jamais priorisés pendant la période où le maintien d'un mariage avait consommé une énergie que je n'avais pas pleinement conscience de dépenser. J'ai accroché des photographies de voyages en solo que j'avais fait avant de rencontrer Silas, des rappels visuels que j'avais existé pleinement et indépendamment avant notre partenariat et que je continuerai d'exister pleinement après sa dissolution. La transformation de l'espace physique a soutenu une transformation parallèle des liens sociaux qui avaient été négligés ou diminués pendant les années de mariage. Claire et moi avons navigué dans la nouvelle dynamique compliquée que notre amitié avait acquise après sa confession d'avoir vu Silas avec Jennifer des mois avant que je ne confirme moi-même la liaison. Nous nous sommes rencontrés régulièrement pour dîner pendant plusieurs mois, ayant des conversations parfois difficiles, mais qui ont finalement renforcé notre lien grâce à une honnêteté accrue. Un soir de fin décembre, autour d'un verre de vin au bistrot où elle avait fait sa première confession, je lui ai dit quelque chose que je traitais depuis cette conversation. Je comprends la position impossible dans laquelle tu te trouvais en décembre dernier, ai-je dit prudemment. Tu essayais de me protéger de fausses accusations potentielles tout en respectant mon autonomie à découvrir la vérité à mon propre rythme. C'étaient deux préoccupations valables qui ont créé une situation impossible sans choix clairement correct. Le soulagement visible de Claire suggérait qu'elle portait la culpabilité de son silence depuis des mois. J'ai eu terriblement peur que tu ne me pardonnes jamais complètement de ne pas avoir dit quelque chose quand je les ai vus ensemble pour la première fois, a-t-elle admis. Je te pardonne complètement, ai-je dit, sincèrement. Mais j'ai besoin que tu me promettes que si tu observes quelque chose d'inquiétant à l'avenir, tu me feras assez confiance pour gérer les informations difficiles. Je préfère traiter une vérité douloureuse que de continuer à investir dans une fiction confortable. Elle a accepté sans hésitation, et notre amitié s'est approfondie à partir de cet échange. L'honnêteté que nous avions établie sur son silence antérieur a créé un espace pour une plus grande authenticité dans toutes nos interactions ultérieures. Je me suis également reconnecté avec des amis d'université dont je m'étais progressivement éloigné pendant les années de mariage. Des femmes qui m'avaient invité à des week-ends que Silas avait subtilement découragés par des expressions d'inquiétude sur les dépenses ou des questions sur le fait de savoir si je voulais vraiment passer un temps de vacances limité loin de lui. Des opportunités de carrière qu'il avait remises en question en soulevant des doutes sur le fait de savoir si la responsabilité supplémentaire valait le stress accru. Des aventures qu'il jugeait peu pratiques par une moquerie douce déguisée en taquinerie affectueuse. En me reconnectant avec ces femmes, j'ai reconnu avec une clarté inconfortable à quel point j'avais contracté ma vie pour m'adapter à des préférences et des limites que j'avais intériorisées comme un compromis de partenariat raisonnable. Le monde avait toujours été plus grand que la version que j'habitais. J'avais simplement cessé de remarquer les frontières que j'avais acceptées. Certaines relations n'ont pas survécu au divorce. Plusieurs couples avec qui nous étions amis pendant le mariage ont progressivement disparu de nos contacts, apparemment mal à l'aise avec le désordre de la dissolution ou se sentant peut-être obligés de rester loyaux envers Silas malgré les circonstances. J'ai remarqué leur absence, mais je ne l'ai pas particulièrement pleuré. Les amitiés construites principalement sur des activités sociales de couple plutôt que sur une véritable connexion individuelle se sont avérées insoutenables une fois la configuration du couple dissoute. Les relations qui sont restées et se sont renforcées semblaient qualitativement différentes, plus authentiques, construites sur qui j'étais réellement plutôt que sur la personne que j'avais jouée en tant que partie d'une unité de partenariat. 9 mois après la conférence de règlement, un mardi banal début juin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu qui a d'abord suscité une légère curiosité sur son origine avant que je ne lise le contenu. Je comprends maintenant ce que j'ai détruit. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'espère que tu trouves le bonheur dans ta nouvelle vie. J'ai fixé le message pendant plusieurs minutes, assise dans mon salon bleu sarcelle avec la lumière du soir filtrant à travers les fenêtres qui encadraient une vue que je regardais depuis des années mais que je ne commençais que récemment à vraiment voir. J'ai attendu de ressentir quelque chose de significatif. De la rage face à l'inadéquation de ses excuses. De la justification qu'il ait enfin reconnu sa responsabilité. De la douleur résiduelle des blessures qu'il avait infligées. Au lieu de cela, j'ai ressenti une légère curiosité sur ce qui l'avait poussé à envoyer ce message maintenant, suivi d'une profonde indifférence qui semblait qualitativement différente du détachement stratégique froid que j'avais cultivé pendant la procédure de divorce. Ce n'était pas une émotion refoulée. C'était une véritable absence d'investissement émotionnel, l'équivalent psychologique de l'observation de la vie d'un étranger à une distance considérable. Je n'ai pas répondu.
Le SMS n'était pas vraiment pour moi, bien qu'il me soit adressé. C'était pour lui. Une tentative d'alléger sa culpabilité en jouant la contrition et en cherchant l'absolution. Je n'avais aucun intérêt à la fournir. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Des actions motivées non par la colère, mais par la simple reconnaissance que Silas Montgomery était devenu quelqu'un que je connaissais autrefois. Un personnage dans une histoire que j'avais fini d'écrire et que je n'avais aucune intention de rouvrir. Ce soir-là, j'ai retrouvé Claire pour dîner à notre endroit habituel et j'ai mentionné le SMS pendant notre conversation. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-elle demandé avec l'attention prudente de quelqu'un qui avait appris à reconnaître les moments émotionnels importants. J'ai considéré la question honnêtement avant de répondre. « Rien, ai-je dit, reconnaissant la vérité en l'articulant. Je ne ressens rien à son sujet spécifiquement, et tout sur ma vie telle qu'elle existe maintenant. C'est comme ça que je sais que j'ai vraiment guéri plutôt que de simplement jouer la guérison. » Claire a levé son verre de vin avec un léger sourire. « Ah rien, a-t-elle dit, reconnaissant à la fois l'absurdité et la profonde vérité du toast. Nous avons toutes les deux ri, et la conversation s'est naturellement tournée vers d'autres sujets qui composaient nos vies actuelles, plutôt que de s'attarder sur le passé qui avait été suffisamment traité pour ne plus exiger une attention constante. L'enveloppe jaune qui avait représenté l'aboutissement de ma réponse stratégique à la trahison a trouvé une place permanente sur une étagère de mon bureau à domicile, positionnée là où je la verrais chaque fois que je travaillerais, mais pas de manière si proéminente qu'elle dominerait l'espace visuel. Les amis qui me rendaient visite la remarquaient occasionnellement et posaient des questions sur sa signification avec une curiosité qui suggérait qu'ils reconnaissaient qu'elle signifiait quelque chose au-delà des fournitures de bureau ordinaires. Un rappel que la documentation vainc la manipulation, expliquais-je quand on me le demandait, et que la pensée stratégique produit de meilleurs résultats que la réaction émotionnelle. Certaines personnes riaient nerveusement, ne sachant pas si je plaisantais. D'autres hochaient la tête avec une reconnaissance qui suggérait qu'elles avaient navigué dans leur propre situation difficile nécessitant des approches similaires. Quelques-unes ont demandé les coordonnées de Vivian, que j'ai fournies sans hésitation. Tard un soir, au début de l'automne, près d'un an après avoir signifié à Silas les papiers du divorce à la porte de mon condominium, j'ai sorti l'enveloppe jaune de son étagère et j'ai examiné son contenu une dernière fois. Les photographies que Marcus avait prises, les registres financiers démontrant une tromperie systématique, les documents juridiques qui avaient formalisé la dissolution. J'ai souri légèrement à la note manuscrite de Vivian sur une page. La cliente a fait preuve d'une pensée stratégique exceptionnelle tout au long du processus. À recommander comme modèle pour une préparation de divorce efficace. J'ai réalisé avec une clarté qui s'était développée progressivement au fil des mois que l'enveloppe jaune n'avait jamais vraiment été une question de vengeance, malgré l'apparence que la confrontation aurait pu donner à des observateurs extérieurs. La vengeance aurait impliqué de vouloir que Silas souffre proportionnellement à la douleur qu'il m'avait causée. Ce que je voulais réellement, ce que j'avais méthodiquement accompli, c'était une protection contre un préjudice continu, une responsabilisation pour des choix qui avaient endommagé notre partenariat, et un démantèlement des déséquilibres de pouvoir qu'il avait créés et maintenus par une tromperie soutenue. Je voulais qu'il porte le poids approprié de ses propres choix plutôt que de réussir à distribuer ce poids sur moi par la culpabilité, la manipulation financière ou une reconstruction narrative qui recadrait ces trahisons comme étant en quelque sorte causées conjointement par un dysfonctionnement conjugal. L'enveloppe est retournée sur son étagère, transformée d'une arme en un monument, marquant les coordonnées précises de ma transformation de quelqu'un qui avait absorbé la trahison en quelqu'un qui s'était protégé lorsque la protection était devenue nécessaire. Cette nuit-là, je me suis couché dans un condominium qui m'appartenait entièrement sur les plans juridiques, financiers et émotionnels. Le silence qui remplissait l'espace ne semblait pas vide ou solitaire. Il semblait complet. L'atmosphère naturelle d'une vie reconstruite selon des spécifications que j'avais développées indépendamment plutôt que par un compromis négocié avec quelqu'un dont les préférences avaient toujours eu un poids disproportionné. J'avais appris quelque chose d'essentiel à travers le processus de découverte de la trahison et de réponse stratégique à celle-ci. La paix n'émerge pas d'une vengeance qui équilibre la souffrance. La paix ne vient pas d'une réconciliation qui dissimule des violations fondamentales de la confiance. La paix vient de la certitude tranquille que vous vous êtes protégé lorsque la protection était nécessaire, que vous avez répondu au chaos par la stratégie plutôt que de l'égaler par un chaos équivalent, et que vous avez fermé des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes tout en avançant délibérément vers un avenir que vous seul définissez. Cette histoire de justice stratégique vous a complètement captivé. Cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Elisa a tendu cette enveloppe jaune à Silas à la porte et a regardé son visage se vider de toute couleur alors que la réalité le frappait.
Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.